L'histoire commence avec la découverte d'un nouveau fantôme dans un quartier de la ville. On pouvait l'apercevoir entre minuit et 3 heures du matin, jonglant avec un ballon de basket tout en dansant. D'après l'étude, les pouvoirs du fantôme sont principalement liés au son de son tir au basket. Jusqu'à présent, 13 personnes ont été tuées et les autorités ont surnommé le fantôme du basketteur. Par ailleurs, les écoles ont exhorté les élèves à être extrêmement prudents la nuit. Cependant, tous les enfants n'écoutaient pas suffisamment attentivement la maîtresse. Alors elle cassa un morceau de craie et le lança directement sur l'élève qui s'était endormi sur son bureau. La craie frappa Ethan, le garçon aux cheveux blancs, en plein front, et il poussa un cri de douleur inattendu. L'enseignant lui reposa la question qu'il avait manquée la première fois. Que ferait-il s'il rencontrait soudainement un fantôme la nuit? Mais l'homme ne comprenait rien. Il était simplement resté allongé dans son lit à regarder des films d'horreur. Était-il vraiment né de nouveau? Cependant, le professeur le pressa de répondre, et le garçon répliqua que les fantômes de la nuit eux-mêmes n'étaient pas capables de nuire aux autres. Ils affectaient principalement le psychisme humain par les mots, provoquant le délire et poussant la personne à s'enfoncer dans la forêt profonde pour être dévorée par d'autres fantômes. Il suffisait donc de passer devant les fantômes de la nuit. L'enseignant l'arrêta alors et lui dit qu'un élève de la classe voisine avait été tué par un fantôme nocturne il y a quelque temps, et que tous les élèves devaient donc faire attention. À ce moment-là, Ethan sentit les souvenirs du propriétaire originel de ce monde envahir son cerveau, et il réalisa qu'il se trouvait dans un monde parallèle. La seule différence avec sa vie passée était que ce monde était rempli d'esprits, de démons et de monstres qui semaient dans la terreur, et que chacun pouvait ici éveiller sa propre arme spirituelle, devenir un maître des esprits, affronter des fantômes, et même les tuer. À ce moment-là, la cloche sonna et quelqu'un attrapa Ethan par l'épaule, disant qu'un instructeur arriverait bientôt du palais pour tester personnellement leurs armes spirituelles. C'était Liam, un garçon potelé aux cheveux noirs, qui n'arrêtait pas de parler de son ambition de devenir un maître spirituel de haut rang, mais Ethan doutait qu'il en soit capable. Pendant ce temps, un homme aux cheveux gris, vêtu d'un manteau noir, s'approchait du bureau, et tous ceux qu'il croisait s'inclinaient respectueusement devant lui. C'est Albert, un maître spirituel de 3e niveau du palais Tenchi, qui était chargé de tester les armes spirituelles. Ethan fut surpris par la puissance de l'aura de cet homme. Ethan a déclaré que les gens naissent avec des armes spirituelles, qu'ils peuvent être contrôlés par le pouvoir spirituel, puis il a montré une petite boule brillante, une pierre spirituelle obtenue d'un fantôme qui contient beaucoup d'énergie et peut aider à stimuler les armes spirituelles. Les élèves furent appelés un par un afin qu'ils puissent tester eux-mêmes l'effet de la pierre. Le garçon aux cheveux blonds serra la pierre dans sa main et une aura d'un bleu éclatant tourbillonna autour d'elle. Tout le monde fut surpris. Quelque chose de rond et d'aplati sortit de sa poitrine. Mais un instant plus tard, tout le monde réalisa qu'il s'agissait d'une simple pierre de bord de route, et toute la classe éclata de rire. Cependant, Albert les réprimanda, affirmant que l'arme du garçon était de haut niveau et qu'elle disposait même de 7 emplacements de compétences. Il tendit la main, et une aura lumineuse brilla entre ses doigts. Puis l'homme ajouta que le type d'arme spirituelle n'était pas si important, et que c'était les trous sur l'arme qui étaient le facteur le plus important. C'est exactement comme dans le jeu League of Gods and Ghosts. Un personnage possédant 7 compétences a un avantage absolu sur un personnage n'en possédant que 3, car plus une arme spirituelle a de failles, plus elle peut absorber de perles d'âme. L'homme a fait la démonstration de différents types d'armes, tandis qu'Ethan s'endormait ouvertement. Puis ce fut au tour d'Oliver, celui qui était devenu une véritable épine dans le pied d'Ethan depuis qu'il l'avait empêché de draguer une camarade de classe et qui avait maintenant éveillé une arme spirituelle redoutable, ce qui était sans aucun doute mauvais pour Ethan lui-même. Oliver s'approcha du tableau, exhibant son arme à tous avec une fierté non dissimulée. Cependant, Liam n'était pas satisfait de cela. Il trouvait cela absolument injuste, mais Ethan était convaincu qu'il pouvait facilement manier son arme. Et comme par magie, Ethan fut défié en duel par Oliver. Le type était sûr que même avec 3 trous de compétences, il écraserait ce prétentieux dans la boue. Il prit la pierre spirituelle entre ses mains, s'attendant à une arme qui se reflèterait dans son âme, dans l'âme du réincarné. Soudain, une lame jaillit de sa poitrine, elle avait des proportions parfaites, des lames acérées. Cependant, c'était une arme normale à 3 trous, et toute la classe a éclaté de rire, car c'était la pire arme parmi tous les élèves présents. Oliver était le plus heureux de tous, car il avait là une occasion formidable de remettre ce garçon arrogant à sa place.
Au milieu des rires de ses camarades de classe, Ethan s'assit à son bureau et vit alors qu'une étrange aura suintait de son arme en gouttes noires. L'objet se mit à voler dans toute la classe, mais les autres ne semblèrent pas le remarquer, puis un message apparut devant Ethan, lui demandant de baisser la tête et de regarder son ombre. En baissant les yeux, le garçon vit que son ombre semblait s'être transformée en un liquide noir qui se répandait sur le sol. Et puis il réalisa. Son ombre était contrôlée par quelque chose. Le message apparut de nouveau devant Ethan, lui indiquant que son ombre pouvait dévorer les fantômes et acquérir leur pouvoir. La créature semblait lire dans les pensées d'Ethan. Elle savait qu'il doutait de la réalité de ce qui se passait et qu'il voudrait certainement trouver des preuves plus tard. L'homme était sous le choc. Son ombre pouvait-elle vraiment faire ça? Après tout, si tel était le cas, n'importe quelle capacité du fantôme pourrait devenir la sienne, et le nombre d'emplacements de compétences ne le limiterait plus. Il sera capable de chasser les fantômes puissants, de se rétablir rapidement, et alors il deviendra le seigneur des esprits. Pendant ce temps, une réunion d'étudiants du 3e groupe se déroulait sur le terrain de sport. Albert se tenait sur scène, félicitant les garçons pour l'éveil de leurs armes spirituelles, puis leur posa une question. Sur quoi exactement les gens s'appuient-ils dans la lutte contre les fantômes? Oliver a immédiatement crié la réponse. L'arme spirituelle, et les autres élèves l'ont soutenu. Cependant, la réponse était fausse. Albert voulait dire courage, et Oliver était très agacé d'être corrigé devant une foule aussi nombreuse. Albert poursuivit en expliquant que le pouvoir des fantômes réside dans le fait qu'ils sont morts, et que les gens ont depuis longtemps peur de tout ce qui vient de l'au-delà. Il a ajouté qu'il avait vu de nombreux maîtres spirituels talentueux, maîtrisant 10 compétences ou plus, mais que lorsqu'ils rencontraient réellement un esprit, ils étaient terrifiés et incapables même de saisir une arme. Cependant, une des élèves qui se tenait devant Ethan ne s'en est pas formalisée et a murmuré qu'elle deviendrait tout de même une maîtresse spirituelle de haut rang. L'homme a déclaré que l'épreuve que les jeunes maîtres devront passer comprend non seulement le maniement des armes, mais aussi une épreuve pratique. Après tout, s'ils veulent vraiment devenir des maîtres spirituels, ils doivent rassembler le courage d'affronter l'esprit en personne, même si c'est dangereux et que certains élèves risquent d'être blessés. Les garçons paniquèrent. Ils ne s'attendaient pas à ce que l'épreuve soit si dangereuse. Mais Ethan n'abandonna pas. Il pensait que les esprits ne feraient que leur faire un peu peur, d'autant plus qu'ils seraient sous la surveillance du maître du palais Tenchi. De plus, le jeune homme comprit que s'il ne réussissait même pas cette épreuve, il ne pourrait certainement pas devenir un puissant seigneur des esprits. Albert a déclaré que ceux qui souhaitaient partir pouvaient le faire immédiatement. Et de nombreux étudiants se sont aussitôt dirigés vers la sortie, marmonnant entre leurs dents qu'ils ne voulaient pas avoir affaire à des esprits. Mais Ethan resta debout, surprenant nombre de ses camarades de classe, et Liam et Oliver restèrent également sur le terrain avec lui. Albert laissa échapper un petit rire satisfait, car sur 300 personnes, il n'en restait que 100, et le garçon n'avait même pas sourcillé. Après cela, l'homme se retourna et dit que les garçons restants pouvaient se rendre aux portes de l'école. Oliver s'approcha d'Ethan d'un pas nonchalant, incrédule qu'il reste vraiment. Mais le jeune homme aux cheveux bleus lui répondit qu'Oliver réussirait sans aucun doute le test, car il était si laid que les fantômes eux-mêmes s'enfuiraient d'horreur à sa vue. Ethan et son ami se dirigèrent ensuite vers les grilles de l'école, laissant derrière eux leurs camarades de classe en colère. Pendant ce temps, une centaine des seigneurs des esprits les plus marginalisés s'étaient déjà rassemblés à la porte. Ils étaient censés se rendre dans un lieu hanté par des fantômes errants, et Albert leur assura qu'ils pourraient en sortir sains et saufs, même sans armes spirituelles, pourvu qu'ils conservent leur détermination. Il a également indiqué qu'il existe 3 niveaux de danger, blanc, vert et rouge, et que les fantômes nocturnes sont au mieux de niveau de danger blanc, tandis que les fantômes de niveau rouge peuvent semer le chaos dans les villes. Certains fantômes de haut rang peuvent même recouvrir le ciel et détruire une ville. Selon les règles du défi, celui qui tuera le plus de fantômes recevra la perle du fantôme vert. Les élèves se sont immédiatement animés, car cette perle valait une fortune, et maintenant elle était si proche d'eux. Cependant, l'une des élèves, Vivienne, une jeune fille aux cheveux noirs vêtue d'une robe d'été rose, était déterminée à gagner. Elle était sûre que la perle d'âme de niveau vert serait sienne, car elle avait déjà éveillé un artefact comportant 9 emplacements de compétences. Mais Ethan n'allait pas abandonner comme ça non plus. Il avait le même objectif, obtenir la perle. Au bout d'un certain temps, les étudiants arrivèrent dans la banlieue nord de la ville,
où un test les attendait. Pendant ce temps, Oliver et quelques autres gars décidèrent de faire équipe avec Vivienne, et cela ne la dérangeait pas, tant qu'il ne s'immisçait pas dans ses affaires. Liam avait peur et voulait travailler avec Ethan. Mais Ethan a décidé qu'il serait préférable qu'il travaille seul. Ethan savait qu'il valait mieux pour lui ne parler à personne de l'existence de l'ombre. Entre-temps, Albert donna à chaque élève une bouteille de jade, dans laquelle la perle du fantôme devait être versée après sa défaite, et le vainqueur serait désigné en fonction du niveau de remplissage de la bouteille. Sur ces mots, l'homme annonça le début de l'épreuve. Et comme Ethan avait décidé d'agir seul, sans délai, il s'enfonça d'abord plus profondément dans la forêt. Albert le regarda partir, pensant que le garçon avait un cœur courageux et pourrait être très utile, mais que ses qualifications laissaient à désirer. À la suite d'Ethan, l'équipe de Vivienne se mit en route, menée par la jeune fille elle-même. L'homme lui-même errait déjà entre les arbres. Des fantômes errants volèrent devant lui de temps à autre. Tout était assez calme. Mais soudain, l'un des fantômes surgissant de derrière les arbres sembla l'appeler par son nom. Ethan se retourna aussitôt, serrant son poignard contre lui. Était-il vraiment tombé nez à nez avec un fantôme aussi rapidement? Cependant, le fantôme était plus rapide que le garçon, et en un instant, il se trouvait derrière lui. C'était un mort aux cheveux gris, vêtu de vêtements déchirés, qui regardait Ethan avec des orbites vides. La créature posa une longue main osseuse sur l'épaule du garçon, qui se figea d'horreur. Ethan se retourna et vit le visage terrifiant d'un esprit. Une seule de ses orbites contenait un œil. Il fixait l'homme, une aura sinistre tourbillonnant autour de lui. Cependant, d'un seul coup de lame, Ethan trancha le corps de l'esprit, qui disparut en hurlant. De l'horrible créature, il ne restait plus qu'une sphère d'un bleu éclatant, une aura fantomatique tourbillonnant encore autour d'elle. C'était une perle, elle a volé dans la bouteille d'Ethan, et le type a remarqué entre-temps que son poignard était très pratique. Dommage qu'il ait si peu d'emplacement pour les compétences. Lorsque le jeune homme se retourna, une aura fantomatique l'enveloppait à nouveau. Bientôt, des esprits en émergèrent, marmonnant quelque chose à leur sujet, et encerclèrent peu à peu Ethan. Une aura noire s'échappait des yeux et de la bouche des esprits comme des tentacules. Elle commença à se répandre sur le champ et atteignit bientôt les pieds du jeune homme. En un instant, ses membres étaient déjà pris dans des lianes noires qui s'enroulaient autour de lui de plus en plus étroitement. Cependant, d'un mouvement habile de la dague, il coupa les fils de l'aura noire et s'en libéra. Un instant plus tard, il se précipita vers les esprits, les frappant de son arme, les coupant en deux et leur tranchant la tête. Bientôt, tout fut terminé et Ethan, essoufflé, s'assit pour se reposer près d'un arbre, regardant avec soulagement sa bouteille de jade. Elle était presque pleine au tiers. Mais il comprenait qu'il ne pouvait pas se détendre, car il était seul, tandis que Vivienne travaillait en équipe, et si elle concentrait toutes leurs ressources sur elle-même, Ethan ne pourrait certainement pas les rattraper. Alors qu'il commençait à réfléchir à la suite des événements, son ombre se remit à bouger, se transformant en un liquide visqueux qui s'élevait vers le haut. Puis le message lui apparut de nouveau. Il disait que détruire les fantômes errants ne suffirait pas, et qu'Ethan devait s'enfoncer plus profondément dans la forêt, détruire les fantômes blancs, ainsi que le fantôme brumeux qui rôdait dans le cimetière. Ethan fut surpris, car il n'avait aucune intention d'aller aussi loin. Il ne parvenait pas à comprendre si l'ombre avait une volonté propre, car il lui semblait qu'elle le menait simplement par le bout du nez. L'homme décida qu'il devait rebrousser chemin, car les fantômes de niveau blanc pouvaient gravement blesser une personne. Seuls les maîtres spirituels de premier niveau devaient s'en occuper, et il ne voulait pas encore mourir. Il commença à retourner vers les bus lorsque l'ombre lui envoya un autre message, lui disant qu'elle était au courant de ses soupçons et de sa méfiance, mais que s'il faisait demi-tour maintenant, il n'y avait aucune chance qu'il obtienne la perle d'âme de niveau vert. Résigné à l'idée que l'ombre ne le laisserait pas tranquille, Ethan demanda comment il était censé vaincre le fantôme blanc et brumeux. La créature répondit que cette fois, elle aurait besoin de l'aide de l'ombre qui se trouvait sous elle. À ce moment-là, l'aura tourbillonna et commença à prendre forme. C'était une personne. La créature sourit d'un air sinistre et dit qu'Ethan devait aller au nord, où il trouverait un fantôme blanc et brumeux dans le cimetière. À ce moment-là, l'ombre disparut. Était-ce vraiment tout son indice? Ethan savait qu'une fois l'épreuve terminée, il devrait déterminer de quelle créature il s'agissait. Mais pour l'instant, il devait se concentrer sur la récupération de la perle. L'homme arriva bientôt au cimetière et il réalisa immédiatement qu'une aura étrange régnait partout. Le brouillard s'épaississait de toutes parts
Et Ethan se souvint alors qu'une grande concentration de fantômes errants, animés de forts sentiments de ressentiment et de haine, hantant souvent les cimetières, avaient la capacité d'invoquer un grand nombre d'esprits et de dissimuler leur véritable corps dans un brouillard blanc qui altère la visibilité et tue les gens. Apparemment, c'était la méthode du fantôme brumeux. Pendant ce temps, les épreuves pour l'équipe de Vivienne battaient leur plein. Elle coupait facilement les démons en deux avec son arme spirituelle. Il ne restait plus qu'à ramasser les perles après avoir détruit les fantômes pour les partenaires de la jeune fille. Vivienne s'est rendu compte que les fantômes errants étaient eux aussi divisés en faibles efforts et qu'elle devait dépenser beaucoup d'énergie spirituelle. Les garçons admiraient les talents de combattante de leurs camarades, car elle venait de vaincre un fantôme errant de niveau blanc. Mais Vivienne elle-même était déjà très fatiguée. Elle avait besoin de reprendre des forces, alors elle s'assit près de l'arbre le plus proche, avec l'intention de se reposer un peu. Et même si son équipe voulait continuer à remplir la bouteille de jade sans relâche, la jeune fille, elle était inflexible. Elle comptait bien reprendre des forces et ensuite dépasser tout le monde avec un avantage considérable, car ce n'est qu'alors que le palais Tenchi serait capable de reconnaître son talent. Pendant ce temps, l'équipe d'Oliver était piégée, encerclée par des vignes épineuses. Les garçons comprirent qu'il s'agissait du repère même de fantômes errants et qu'ils devaient partir d'urgence. Au bout d'un certain temps, lorsque l'équipe eut parcouru une distance suffisante depuis la forêt, les gars décidèrent de faire une pause. Soudain, un bruit se fit entendre derrière Oliver. Quelqu'un bruissait dans les buissons. Il s'est avéré que c'était Liam, apparemment perdu. Il ne faisait pas partie de l'équipe d'Ethan et errait seul dans les bois jusqu'à ce qu'il tombe sur l'équipe d'Oliver. Mais les gars ne voulaient pas avoir affaire à lui, car il était considéré comme une personne de classe inférieure. Les garçons firent demi-tour et partirent, disant que si Liam avait des ennuis, il devrait s'en prendre à son ami qu'il avait abandonné. Le jeune homme était déprimé, car la forêt regorgeait de fantômes errants, et il n'avait personne sur qui compter, car son ami était introuvable. Pendant ce temps, Ethan combattait un fantôme brumeux qui s'avérait bien plus puissant que les créatures que le garçon avait rencontrées auparavant. L'esprit attrapa Ethan par le cou et le souleva en l'air en sifflant. Un épais brouillard sortit de sa bouche et pénétra directement dans le garçon. La créature injecta de l'énergie yin dans le corps d'Ethan, aspirant sa force vitale. Mais le garçon comprit qu'il ne voulait absolument pas mourir ici. Soudain, l'ombre d'Ethan se remit à bouger. Elle prit la forme d'une main. De nombreux tentacules d'ombre apparurent autour d'elle et se tendirent vers le fantôme. Ils commencèrent à encercler la créature de toutes parts, sans même lui laisser le temps de comprendre ce qui se passait. Une main d'ombre agrippa le visage du fantôme, et des tentacules s'enroulèrent autour de son corps et de ses bras, le forçant à relâcher son emprise et à libérer le garçon. Ethan était libre, mais il savait que l'ombre avait pris le dessus sur le fantôme, et maintenant celui-ci allait se transformer en brume blanche et s'enfuir, et il ne pouvait pas laisser cela se produire. Au moment où le fantôme allait se transformer en une aura brumeuse, Ethan bondit vers le haut et le transperça de son poignard. À son atterrissage, il était sous le choc. Il ignorait que l'ombre était capable d'une telle chose, et pourtant, elle lui avait sauvé la vie. Et juste au moment où le garçon allait mettre la perle dans sa bouteille, il réalisa que son ombre était redevenue ordinaire, sans vie, et que la créature était partie sans lui laisser le trophée tant attendu. Mais soudain, l'ombre sous ses pieds commença à former un mot. Droite. L'homme examina sa main droite et se figea. Elle semblait brûlée, toute couverte de cicatrices. Mais soudain, elle sembla commencer à dégager une aura. C'était le même brouillard que celui du fantôme qu'ils venèrent de vaincre avec l'ombre. Le garçon agita la main, et le brouillard se transforma en tourbillon. Il réalisa alors que non seulement il n'avait pas été blessé par cette rencontre avec un esprit aussi puissant, mais qu'il pouvait désormais contrôler le brouillard. Il avait acquis le pouvoir d'un fantôme de brume blanche. Les seigneurs des esprits ne pouvaient utiliser les pouvoirs fantomatiques qu'à travers les perles d'âme incrustées dans leurs armes spirituelles. Mais Ethan pouvait les utiliser directement, sans armes ni perles. L'homme était certain que tout cela était dû à l'ombre. Son bras droit pourrait retrouver sa forme originale une fois le pouvoir disparu. Mais les changements étaient tout de même un peu effrayants, alors il préférait porter des manches longues par précaution. Ethan pouvait désormais dissimuler sa présence et exploiter l'imprévisibilité de ses adversaires. Une compétence parfaitement adaptée à son arme spirituelle. Il comprit que c'était maintenant à son tour de chasser. 1 heure plus tard, la bouteille d'Ethan était presque pleine.
Le pouvoir du fantôme brumeux blanc augmentait vraiment l'efficacité des éliminations, et il commença à se demander quel autre pouvoir la perle d'âme verte pouvait lui conférer. Après tout, Ethan attendait avec impatience le moment où il pourrait devenir plus fort. Entre-temps, l'aube s'était levée, et les garçons commencèrent à se rassembler lentement dans la clairière, où l'épreuve avait débuté. Liam était le plus heureux de tous que ce soit enfin terminé. Bientôt, Oliver et sa compagnie apparurent dans la clairière. Il était visiblement heureux qu'Ethan ne soit toujours pas là. L'homme s'est approché d'Albert et lui a tendu sa bouteille, qui était pleine à 80%, ce qui s'est avéré être un résultat plutôt satisfaisant. À la suite d'Oliver, Vivienne et son équipe arrivèrent dans la clairière, marchant avec une grande assurance, comme il sied à la fille des gardiens des esprits. Elle tendit également sa bouteille à Albert, qui fut stupéfait, car c'était l'un des meilleurs résultats de la journée. Vivienne décida que la victoire était déjà acquise et demanda qu'on lui remette la perle d'âme verte. Mais à ce moment-là, Ethan apparut dans la clairière, marchant tranquillement vers les autres élèves, disant qu'il serait injuste d'annoncer le vainqueur sans attendre son retour. Vivienne était persuadée que c'était une perte de temps, puisque personne ne pouvait la surpasser, mais Ethan s'est tout de même approché d'Albert et lui a donné sa bouteille. L'homme lui-même ne s'attendait à rien de spécial de la part du garçon, mais lorsqu'il ouvrit sa bouteille, il fut stupéfait. Elle débordait tout simplement de perles. Tous les étudiants étaient sous le choc. Comment était-il possible qu'un type avec seulement 3 lacunes en compétences puisse réaliser cela? Albert n'avait d'autre choix que de déclarer, à juste titre, Ethan vainqueur. Il tint sa promesse et lui donna la récompense. La perle d'âme verte. Vivienne était extrêmement mécontente de cette tournure des événements, car elle était sûre que la perle lui reviendrait, et maintenant Ethan était devenu son principal rival. Albert se demandait comment un homme avec de telles qualifications pouvait gagner, mais il lui répondit qu'au palais Tenchi, il y avait aussi un maître avec seulement 3 emplacements pour armes spirituelles, et pourtant, il était très fort. Mais avant qu'Ethan puisse lui poser plus de questions sur cet homme, celui-ci déclara le test terminé et renvoya tous les élèves chez eux. Il les regarda partir en se disant que le cas d'Ethan était unique, refusant toujours de croire qu'une telle chose puisse se reproduire. Au bout d'un certain temps, Ethan était déjà de retour en ville. Il était déjà tard dans la soirée. Pourtant, cet endroit, d'habitude si bondé, était maintenant désert. Soudain, quelqu'un apparut derrière le garçon et lui demanda quelque chose, ce qui fit sursauter Ethan de peur. C'était un homme âgé. Il a demandé à Ethan s'il savait où se trouvait le magasin de meubles. Son fils y travaillait comme gérant, mais il n'était pas rentré aujourd'hui et ne répondait pas au téléphone. Mais le garçon comprit que ce magasin de meubles était fermé depuis longtemps. Alors il suggéra au vieil homme de rentrer chez lui et d'attendre encore un peu des nouvelles de son fils. Et à ce moment-là, il remarqua que le vieil homme ne projetait pas d'ombre. C'était un fantôme. Ethan se retourna en un instant, disant qu'il amènerait son fils ici, et s'enfuit, ne voulant plus rester en compagnie d'un fantôme. Finalement, le jeune homme courut vers la maison et claqua immédiatement la porte, car il savait que le magasin de meubles avait pris feu et que tout le personnel avait péri brûlé vif, et que depuis lors personne n'y avait travaillé, et que ce vieil homme, apparemment, était un fantôme de la nuit. Il avait du mal à distinguer les fantômes de la nuit des habitants de la ville, et il savait qu'il devait s'entraîner davantage. Ethan entra dans la maison, et une jeune fille aux cheveux noirs apparut devant lui, vêtue seulement d'une longue chemise blanche. C'était la fille biologique des parents adoptifs de la précédente propriétaire du corps, Gwen. Elle ne comprenait pas pourquoi son frère semblait si surpris. Peut-être était-ce à cause de cet instructeur du palais Tenchi, mais Ethan a dit que ce n'était pas lui, car lui aussi, comme Gwen, avait éveillé son arme spirituelle. Et la jeune fille lui a alors demandé combien de lacunes de compétences il avait accumulées. En apprenant que l'arme spirituelle de son frère ne comportait que 3 trous, Gwen fut très surprise et lui conseilla de faire autre chose, estimant que travailler avec les esprits n'était pas fait pour lui. L'arme de la jeune fille possédait à elle seule 12 emplacements de compétences, tellement qu'elle pouvait les partager avec Ethan. Le garçon n'en revenait pas de son talent. Mais sur ces mots, Gwen se rendit dans sa chambre en disant qu'elle allait se coucher et qu'Ethan devrait lui aussi se coucher tôt. L'homme alla dans sa chambre et commença à penser que, même s'il possédait la perle, l'utiliser était un véritable casse-tête. Cependant, il doit d'abord l'assimiler pour comprendre les compétences qu'elle peut lui apporter. Soudain, l'ombre envoya de nouveau un message à Ethan, disant qu'elle voulait maintenant laisser l'ombre consommer la perle. Mais cette fois, Ethan n'avait pas l'intention d'abandonner toutes les ombres.
Il voulait plutôt insérer la perle dans son arme spirituelle, ce qu'il fit. Dès que la perle fut insérée dans le trou, le poignard du jeune homme et lui-même semblèrent transpercés par la foudre. En un instant, il sembla se trouver dans l'espace, planant au-dessus de la planète, seul avec son arme. La dague flamboyait de flammes turquoises. Il avait obtenu une compétence de perle d'âme de niveau vert, un éclair de lumière verte. Ethan savait que c'était une compétence suffisamment puissante, capable d'infliger de sérieux dégâts aux fantômes de niveau blanc. Soudain, la perle sembla libérer des ondes de son énergie dans 3 autres directions. L'homme était sous le choc. Se pouvait-il qu'une branche élargie de la perle de l'âme soit apparue dans son arme spirituelle? La perle verte en forma 3 autres, une de bronze, une noire et la perle du fantôme brumeux blanc. Celle de bronze conférait puissance et portée, la noire permettait de réduire l'ennemi au silence pendant 3 secondes, et la blanche divisait par 2 le temps de préparation et la puissance spirituelle requis pour ce pouvoir, tout en doublant sa vitesse d'activation. Ethan comprit que chacune de ces capacités était très utile, et qu'elles étaient même comparables aux compétences des perles d'âme de niveau rouge. Il est extrêmement difficile d'obtenir une perle de niveau rouge, et le taux de réussite de l'absorption n'est que de 50%. Mais l'arme spirituelle d'Ethan peut produire des mutations de niveau rouge avec une facilité déconcertante. Levant les yeux, le garçon vit que les branches de la perle s'étendaient dans toutes les directions. Il s'avéra que chaque compétence pouvait générer encore plus de branches et qu'il serait capable de créer un arbre de compétences d'une taille incomparable. Et si cela se produit réellement, il est possible qu'un éclair de lumière verte déchire les cieux dans le futur. Cependant, Ethan est ensuite retourné dans son monde et est allé à l'école le lendemain. Vivienne entra dans le bureau à la recherche d'Ethan. Elle voulait la perle verte et était prête à payer 30 000 pour l'obtenir. Cependant, Ethan était assez intelligent pour ne pas accepter un tel marché et, au lieu de la perle, il proposa à la jeune fille de lui acheter un beignet frit. Cependant, Vivienne ne voulait pas abandonner, elle avait besoin de cette perle. Oliver frappa du pied sur la table et s'assit en face d'Ethan, décidant de soutenir la jeune fille, affirmant qu'elle aurait bien plus besoin de cette chose qu'un bon à rien. Oliver était furieux. Il ne comprenait pas pourquoi ce parvenu était devenu si arrogant, car il ne serait toujours pas accepté au palais Tenchi avec ses 3 trous sur son arme. Mais Ethan décida de mettre fin à cette discussion inutile et déclara qu'il n'y avait plus rien à acheter, puisqu'il avait déjà avalé cette perle depuis longtemps. Vivienne se retourna pour partir, conseillant au garçon de ne pas prendre la grosse tête et lui disant qu'ils avaient encore un long chemin à parcourir. Entre-temps, l'enseignante entra dans la salle de classe, prête à annoncer la liste des personnes admises au palais Tenchi. Elle commença à lire la liste à haute voix et Oliver figurait parmi les chanceux. Mais le nom d'Ethan n'a pas été mentionné et Oliver était déjà sur le point de rire de son ennemi. Mais ensuite, le professeur a dit que la lettre contenait un mot pour un élève qui bénéficiait d'un laissez-passer spécial et que cet élève s'appelait Ethan. Toute la classe n'arrivait pas à croire que c'était possible, mais Oliver était le plus énervé de tous. Il ne comprenait pas comment cet idiot avec 3 trous avait pu entrer dans le palais, et même avec une invitation spéciale. Cependant, le professeur le remit rapidement à sa place, affirmant qu'il n'y avait aucune raison de douter de la décision du palais Tenchi. Tous ceux dont le nom avait été appelé devaient rentrer chez eux et faire leur bagage, car le maître spirituel viendrait les chercher dans l'après-midi. Ethan passa fièrement devant les pupitres, suscitant des regards surpris, voire furieux, de la part de ses camarades. En rentrant chez lui, il s'apprêtait à dire au revoir à sa sœur et à lui dire qu'elle pouvait l'appeler à tout moment, lorsque des vêtements lui ont volé au visage. Ethan était surpris que sa sœur collectionne autant de choses pour lui, mais la jeune fille lui dit de ne pas se faire d'illusions, car ces vêtements n'étaient pas du tout pour lui. Elle tendit joyeusement à son frère un badge brillant, le genre de badge que seuls les élèves d'élite reçoivent, ce qui signifiait qu'elle aussi allait au palais. Ethan se demandait d'où elle tenait ce badge, et Gwen elle-même comprenait que tout cela était dû à leurs parents. Ils avaient été membres du groupe de l'Aube et s'étaient sacrifiés pour sauver des vies en scellant un grand fantôme. Se rendant compte que Gwen en savait beaucoup plus que lui, Ethan décida de lui demander en quoi consistait toute cette organisation. La jeune fille répondit qu'il s'agissait d'un groupe des meilleurs maîtres spirituels, que chaque maître spirituel possédait des domaines de compétences et des axes de développement différents, et que chacun d'eux se spécialisait généralement dans un aspect particulier. De plus, leur combinaison produit un effet chimique inattendu. L'organisation Spirit Masters est un groupe de personnes aux talents variés.
Gwen s'est elle-même positionnée comme une experte du combat à longue distance, et elle continuera à évoluer dans cette direction. Ethan pensait qu'il devrait trouver de bons coéquipiers, mais sa sœur s'est contentée de sourire en coin, car aucune équipe ne voudrait accepter quelqu'un qui n'a que 3 lacunes en compétences. Mais Ethan comprenait que ses capacités, dotées d'un potentiel illimité, le mettaient au même niveau que toute l'équipe. Le moment venu, tous les élèves sélectionnés arrivèrent à destination, où un bus les attendait déjà. Gwen se tenait près de l'arrêt de bus, attendant son frère, et tous les autres élèves la regardaient avec une admiration non dissimulée. Mais cela ne dura pas longtemps, car Ethan s'empressa de ramener les plus admiratifs sur Terre, car sa sœur n'était clairement pas à leur niveau. Bientôt, tout le monde eut chargé ses bagages dans le bus, et celui-ci partit. Personne n'avait été prévenu de la durée du trajet, et rester assis au même endroit commençait à devenir plutôt ennuyeux, lorsqu'une jeune fille blonde assise derrière eux passa la tête entre les sièges d'Ethan et de Gwen, désireuse de rencontrer ses futurs camarades de classe. Ethan a tout de suite apprécié la jeune fille. Il était ravi de faire sa connaissance. Sally, ses parents sont membres du groupe Blue Knight. L'homme a dit qu'il avait beaucoup entendu parler d'eux et qu'il admirait simplement son père. Mais Gwen a compris qu'il voulait juste flatter sa nouvelle connaissance. Les garçons ont continué à faire connaissance et se sont promis d'échanger leurs numéros s'ils étaient soudainement affectés à des classes différentes. Gwen a rapidement mis fin à sa prestation en déclarant que son frère ne connaissait absolument rien au Seigneur des Esprits. Mais entre-temps, un phénomène étrange se produisait. Le tunnel que traversaient les étudiants semblait interminable et les téléphones perdèrent le signal. Ethan alla voir le chauffeur pour savoir ce qui se passait, mais lui non plus n'y comprenait rien. Il avait pourtant emprunté ce tunnel de nombreuses fois, mais maintenant, il lui semblait interminable. On ne voyait rien devant nous. D'autres voitures roulaient devant le bus, mais elles semblaient maintenant avoir disparu. La panique gagnait du terrain parmi les élèves dans la cabine, et la température à l'intérieur baissait inexorablement. Quelque chose clochait. Ethan a demandé au chauffeur d'arrêter la voiture, et les passagers ont décidé de préparer leurs armes spirituelles, convaincus que des fantômes étaient impliqués. Et puis la voiture s'est finalement arrêtée. Gwen sortit son arme, un éventail, et avertit tout le monde de faire attention. Ethan savait que c'était assurément l'œuvre d'un fantôme, et tandis que tous les autres passagers du bus s'inquiétaient et tentèrent de se calmer en pensant que les enfants de puissants maîtres spirituels ne pouvaient absolument pas avoir été victimes d'une embuscade, l'ombre d'Ethan se remit à agir. Son message suivant indiquait que le tunnel obscur regorgeait d'horreurs inconnues, et c'est à ce moment-là qu'Ethan décida de quitter la voiture. L'homme comprit que l'ombre avait décidé de le laisser sortir pour une raison. Alors il décida de suivre son message et de sortir, ce qui déplut beaucoup aux autres passagers, car que se passerait-il si un esprit maléfique s'introduisait par la porte ouverte? Ethan a dit qu'il avait simplement décidé d'aller aux toilettes, mais Gwen s'est rendu compte que ce n'était pas si simple, et a décidé d'y aller avec son frère. Elle ne comprenait toujours pas ce qui se passait, et son frère lui a dit qu'un phénomène paranormal avait dû se produire en chemin. Apparemment, le palais de Tenchi était impliqué dans cette affaire. Ethan pensait que s'il voulait vraiment devenir des maîtres des esprits, il ne pouvait pas se contenter d'attendre la mort. Il devait explorer ce tunnel mystérieux. Il faisait nuit noire. Alors les garçons décidèrent d'utiliser des lampes de poche, et Ethan osa suggérer que quelqu'un devait les observer secrètement depuis le palais de Tenchi. À ce moment précis, quelque chose tomba d'en haut directement dans sa main. C'était du papier-monnaie. Bientôt, toute la route fut recouverte de pièces de monnaie en papier. Les garçons dans le bus commençaient à paniquer de plus en plus, car Ethan et sa sœur disaient qu'ils étaient allés aux toilettes, mais la lumière de leur téléphone s'éloignait de plus en plus. Il s'est avéré qu'Ethan avait raison, et que quelqu'un observait réellement les étudiants, 2 hommes qui les surveillaient attentivement à travers un grand écran. L'homme d'âge mûr, le visage couvert de cicatrices, était visiblement mécontent que les futurs seigneurs des esprits se cachent simplement dans la voiture, attendant d'être secourus. Son compagnon, un homme adulte à la moustache fournie, lui conseilla de ne pas être si critique, car ce n'étaient que des enfants. Puis il reporta son attention sur le garçon et la fille, les premiers à descendre du bus. Les hommes comprirent qu'il s'agissait des enfants de William, les numéros 2 du groupe de l'Aube. L'homme à la moustache expliqua à son partenaire que son fils adoptif, Ethan, n'avait que 3 trous de compétences, mais que sa fille biologique, Gwen, en avait 12. En entendant cela, l'homme balafré décida de mettre les adolescents à l'épreuve et ordonna qu'un fantôme blanc et brumeux soit envoyé dans le tunnel.
Il voulait voir Gwen à l'œuvre, et son partenaire fut assez surpris par des mesures aussi hâtives. Mais l'homme s'est contenté de faire un signe d'adieu et a déclaré qu'il maîtrisait la situation. Pendant ce temps, il faisait de plus en plus froid dans le tunnel. Un instant plus tard, les garçons furent enveloppés par des nuages de brouillard qui ne cessaient de s'épaissir. Ethan comprit que cela signifiait que le fantôme blanc et brumeux était proche, alors il s'avança, laissant sa sœur derrière lui, car il savait que la créature attaquait généralement par derrière, et que de cette façon, ils auraient une meilleure chance de la remarquer. Il comprenait également qu'il ne pouvait utiliser l'éclair vert qu'une seule fois, et qu'il serait ensuite indisponible pendant 1 minute entière. Il ne pouvait donc pas se permettre de rater sa cible, mais il pensait qu'avec des compétences de niveau vert, il serait capable de vaincre le fantôme. Des bruits effrayants se faisaient entendre au loin. Ils se rapprochèrent de plus en plus et Ethan sut que c'était un fantôme. Il faisait de plus en plus froid, mais l'homme n'avait pas encore vu le fantôme. Lorsqu'il se retourna, il fut paralysé d'horreur. Une créature terrifiante dominait sa sœur. Ses yeux semblaient cousus ensemble et une épaisse fumée s'échappait de sa bouche. Les rafales de vent étaient si fortes qu'elles ont littéralement saisi Gwen et l'ont emporté droit vers le fantôme. Et c'est alors qu'Ethan a compris que sa cible était la jeune fille. Mais il n'allait pas livrer sa sœur aux griffes de ce monstre. D'un seul mouvement, il bondit et dégaina son poignard au vol. Le garçon brandit son arme, utilisant son habileté. Un éclair de lumière verte. Cette technique provoqua les hurlements de douleur du fantôme, qui se volatilisa. Bientôt, Gwen fut elle aussi libérée des griffes de l'épais brouillard. Elle courut et attrapa son frère. Elle ne comprenait pas pourquoi le brouillard s'épaississait sans cesse. Mais Ethan l'assura que le fantôme du brouillard ne leur ferait aucun mal. Pendant ce temps, l'homme balafré observait tout sur les écrans. Il ne comprenait pas non plus d'où venait toute cette fumée, puisqu'un seul fantôme n'en était pas capable. Il comprit que le bus transportait les descendants de personnalités importantes. Aussi, l'option la plus sûre pour lui était d'aller vérifier par lui-même ce qui s'était passé. Le brouillard blanc continuait de s'épaissir autour des adolescents. Mais Ethan assura sa sœur qu'il s'en occuperait et laissa la jeune fille en lieu sûr. Le jeune homme brandit son poignard, à la recherche de l'esprit, car la brume élargissait son champ de perception, et une fois qu'elle aurait touché la créature, celle-ci ne pourrait plus s'échapper. Et lorsque le fantôme l'a finalement rattrapé, Ethan s'est envolé vers lui d'un seul mouvement et l'a frappé avec son arme en plein dos. Cependant, les coups donnèrent l'impression que le type frappait du métal. Il semblait que le seul moyen de blesser cette créature était d'utiliser cette compétence. Mais cela valait-il la peine de perdre du temps à attendre qu'elle se recharge? Ethan ne voulait pas attendre aussi longtemps, et une autre option lui est alors venue à l'esprit. Se cachant dans le brouillard, il attaqua l'esprit par derrière, en plein dans la profonde blessure que l'éclair de lumière verte lui avait infligée. Il n'avait besoin que d'une seule attaque réussie, et il y parvint, détruisant la créature en un seul coup. Il laissa derrière lui une perle d'âme, et bien qu'il ait fallu beaucoup plus d'énergie à Ethan pour affronter le fantôme de niveau blanc, il parvint tout de même à le tuer lui-même. Il savait qu'il pouvait utiliser la perle d'âme pour percer à nouveau les puissantes rafales de lumière verte, car 1 minute de recharge était trop longue pour un champ de bataille en perpétuelle évolution. Gwen, quant à elle, émergea du brouillard et retrouva son frère. Soulagée de le savoir indemne, elle comprit que la paix ne dura pas longtemps. Ethan réalisa qu'il y avait quelque chose dans le brouillard, et cela semblait assez puissant. Le même homme balafré émergea du brouillard et se présenta comme Marcus du palais de Tenchi. Ethan glissa discrètement la perle d'âme dans la main de Gwen. Puis il sourit comme si de rien n'était et déclara que sa sœur, un génie, avait réussi à vaincre calmement le fantôme blanc et brumeux. Marcus était satisfait de ce résultat et a dit aux gars de retourner au bus. En les surveillant, il pensait que ce garçon avait beaucoup de chance d'avoir une sœur aussi talentueuse. Au bout d'un certain temps, tous les élèves arrivèrent au bout du tunnel où Marcus les attendait. Il était extrêmement mécontent de la façon dont les étudiants avaient réagi à cet événement surnaturel et a déclaré que personne ne pouvait confier sa vie à de tels lâches. Un homme aux cheveux courts, se faisant passer pour un étudiant, les a également humiliés, affirmant qu'il avait été avec eux dans le bus tout le temps et qu'il avait vu leur réaction. Mais lorsque Marcus vit Ethan et Gwen, il sembla s'épanouir, déclarant qu'il était très heureux de leur courage, en particulier de celui de Gwen, qui, à un si jeune âge, avait réussi à détruire un fantôme de niveau blanc. Après cela, tout le monde est retourné au bus. Ethan était content que tout soit fini, mais sa sœur avait l'air malheureuse.
Elle ne comprenait pas pourquoi son frère avait fait tout ce cinéma et lui avait offert la perle de son âme. Mais il se contenta de répondre qu'il l'avait fait parce qu'il l'aimait. Mais Gwen était inflexible. Elle tendit la perle et la remit dans la main de son frère, car il était injuste de s'approprier ses mérites. Ethan comprenait que même si les gens découvraient la vérité, ils se contenteraient tout au plus de le féliciter, mais pour Gwen, un tel exploit serait utile pour l'attribution des classes au palais. Mais réalisant que la perle resterait toujours avec lui, il la serra dans sa paume, décidant de voir quel talent elle révélerait. Dès qu'il posa son regard sur elle, elle se mit à briller d'une lumière éclatante dans ses mains. Un instant plus tard, il se retrouva dans l'espace où il se trouvait auparavant, et il réalisa que le flash de lumière verte avait progressé grâce à cette perle. Ethan vit alors que la perle se divisait à nouveau en 3 autres directions. Il n'en revenait pas. Était-ce qu'elle se remettait à acquérir de nouvelles compétences? Et c'est ainsi que cela se produisit. La perle verte du fantôme de l'au-delà permit de contrôler librement le mouvement de l'éclair vert, triplant sa vitesse. La perle noire de l'âme du fantôme des hauts ajoutait des marques à l'attaque. Et plus il y avait de marques, plus les dégâts de l'explosion après l'utilisation de l'éclair étaient importants. La perle blanche du fantôme pendu permit la création de 3 éclairs maudits. Ainsi, quel que soit le chemin emprunté par Ethan, l'éclair de lumière verte pouvait se transformer en une compétence tout aussi puissante qu'une perle d'âme de niveau rouge. Cependant, les fantômes d'eau étaient très rares et n'apparaissaient que dans les endroits où il y avait de nombreuses rivières, et les fantômes pendus avaient un niveau rouge et étaient incroyablement difficiles à trouver. Mais Ethan fut tiré de ses pensées par sa sœur. Tous les autres élèves regardaient par les fenêtres avec fascination, car ils étaient déjà arrivés à destination. C'était la ville de Skynet, un endroit incroyablement beau et pittoresque. Les étudiants furent bientôt déposés et invités à se rassembler sur la place centrale. Il s'avéra que la branche du palais Tenchi était située au cœur des montagnes. Outre Ethan lui-même, il y avait environ 500 autres personnes présentes, dont beaucoup représentaient l'élite. Oliver et Vivienne étaient là aussi. Ils regardèrent l'homme avec déplaisir, mais cela ne dura pas longtemps. Plusieurs personnes sont sorties sur la place principale. C'étaient des enseignants. Tous les regards étaient tournés vers Gwen, car elle avait tué le fantôme blanc et brumeux avant d'arriver au palais et était sans aucun doute une jeune pousse de premier ordre de cette lignée. La jeune fille se sentait mal à l'aise face à une telle attention, mais son frère s'empressa de la rassurer en lui expliquant qu'il voulait simplement mieux la connaître, puisqu'elle était une élève spécialement sélectionnée. Il tapota la tête de sa petite sœur, décidant de s'en tenir à la version selon laquelle c'était Gwen qui avait tué le fantôme, et promit que la prochaine fois, il la protégerait à coup sûr. Pendant ce temps, Marcus les observait et était très inquiet de voir le garçon continuer à se cacher derrière la jupe de sa sœur. Il décida donc qu'il fallait les affecter à des classes différentes. Son partenaire remarqua que l'homme ne quittait pas la jeune fille des yeux et décida de lui avouer qu'il la convoitait également pour son cours, ce à quoi Marcus se jeta immédiatement sur lui, le défiant en duel. Une femme aux cheveux courts violets, vêtue d'un tailleur turquoise à décolleté plongeant, intervint dans la conversation et fit honte à Marcus. Mais Marcus était sérieux. Il avait jeté son dévolu sur Gwen avant même qu'elle n'entre dans Skynet, ce à quoi la femme répondit qu'elle l'avait choisi bien avant lui. Un grave scandale éclata entre eux, et ils sortirent même leurs armes, avec l'intention de décider par les armes qui avaient raison. Ils furent cependant interrompus par le bruit d'une canne frappant le sol. C'était un vieil homme aux cheveux gris, et il exigea que ces jeux cessent. La querelle cessa aussitôt. L'homme et la femme étaient terrifiés à la simple vue de cet homme. Le vieil homme s'approcha de Gwen et de son frère, et fixa Ethan du regard. Se rendait-il vraiment compte qu'il était différent des gens ordinaires? L'homme a déclaré que la jeune fille devait choisir sa propre voie et sa future classe sociale. La femme aux cheveux violets s'est immédiatement précipitée vers Gwen, se présentant comme Emma, la chef de la classe A, et promettant de faire de la jeune fille une maîtresse spirituelle légendaire d'au moins niveau 5. Arthur, l'homme rondouillard à moustache, chef de la classe B, arriva par derrière, remarquant les excellentes nouilles qu'Emma avait accrochées aux oreilles de la jeune fille, et dit que si Gwen rejoignait sa classe, il lui donnerait 3 perles d'âme de niveau vert et ferait d'elle une suzeraine de niveau 3. Les autres professeurs se mirent eux aussi à accourir vers la jeune fille un par un, chacun essayant de lui offrir quelque chose de plus. Mais Marcus était déterminé à faire entrer Gwen dans sa classe. Alors il lui offrit une perle d'âme de fantôme, pendue si elle acceptait de le rejoindre. Emma et Arthur comprirent que l'homme était en train de devenir fou,
car il était prêt à se séparer de la perle, qui se classait 7e parmi les perles d'âme de niveau rouge, et pour Marcus lui-même, c'était la meilleure opportunité de finalement dépasser le niveau 3. Ethan savait que cette perle conférait la compétence entrave. Après la libération du maître spirituel, un champ serait créé et la gravité exercée sur l'ennemi à l'intérieur serait multipliée. De plus, la troisième branche de l'éclair vert permet de créer une nouvelle compétence, les 3 éclairs maudits. Mais cela nécessite la perle d'âme du fantôme pendu, et bien que ce fût important pour Ethan, il ne pouvait pas interférer avec la décision de sa sœur. Mais apparemment, c'était la sœur elle-même qui avait besoin de conseils, puisqu'elle n'arrivait pas à se décider, et son frère insistait pour qu'elle décide par elle-même. Gwen se tourna vers Marcus et lui demanda de répondre à une question. Elle se demandait si son frère, Ethan, pourrait étudier avec elle si elle rejoignait sa classe. Marcus n'appréciait visiblement pas cette proposition, car le garçon n'avait que 3 points à développer, et lui, au contraire, voulait le renvoyer. Gwen se tourna alors vers Emma, qui semblait heureuse de l'accepter quelles que soient les conditions. Marcus ne voulait vraiment pas avoir affaire à son frère bon à rien, mais il a quand même accepté. Faire entrer Gwen dans sa classe était le plus important pour lui. Ethan, comme sa sœur, était très heureux que tout se soit si bien passé, mais Marcus était très en colère. Il voulait faire quelque chose pour rendre hommage à ce garçon. Bientôt, tous les élèves se rassemblèrent sur le terrain d'entraînement. Leur première leçon allait commencer. Marcus se tenait devant eux. Il avait lui-même été à leur place auparavant. Il se souvenait de la peur qu'il avait ressentie en voyant le fantôme pour la première fois. Il a dit que s'ils voulaient devenir des maîtres spirituels, ils devaient avant tout se débarrasser de leur peur, comme leur camarade de classe Gwen. Et dès que la jeune fille a mentionné que son frère l'avait aidé à vaincre le fantôme, Marcus s'est remis en colère. Il devait faire comprendre à Gwen que son frère ne faisait pas le poids face à elle. Il poursuivit cependant la leçon, expliquant que le pouvoir d'un maître spirituel provient de la perle de l'âme, et que la même compétence présenterait un écart énorme entre les mains de différents maîtres. Pour le démontrer, il choisit un élève, Ethan. Il demanda quelle capacité lui avait été révélée après avoir absorbé la perle verte, et l'homme répondit qu'il s'agissait d'un éclair de lumière verte. Marcus possédait lui aussi ce don, et il comptait bien montrer à ce morveux la différence entre eux. Il a expliqué qu'un seigneur des esprits de niveau 1 a besoin d'au moins 1 minute pour déclencher la compétence, mais que Marcus lui-même est au niveau 3, donc cela lui prend 30 secondes. Mais Ethan l'interrompit, disant qu'il n'avait besoin que de 30 secondes lui aussi. Marcus ne comprenait pas comment cela était possible, puisque le garçon n'avait même pas de niveau, et pourtant il refusait de reconnaître ses capacités. Décidant de ne pas mettre en avant leurs différences de niveau, l'homme suggéra aux élèves de s'entraîner en personne, et pour ce faire, ils devaient se répartir en binôme. Les garçons commencèrent à s'entraîner au combat rapproché, car c'était pour eux le moyen le plus efficace de se défendre. Marcus a demandé à Gwen de faire une démonstration de compétences utiles à d'autres, et la jeune fille a fait un excellent travail. Tous la regardaient avec admiration, aussi bien les étudiants que Marcus lui-même. Cependant, voyant Ethan traîner à nouveau avec sa sœur, il décida de le mettre en binôme avec Derek afin qu'il puisse mettre en pratique ce qu'il venait d'apprendre. Derek était 2 fois plus grand et plus fort qu'Ethan. Mais Marcus expliqua son choix d'adversaire en disant qu'aucun des élèves n'était à l'abri d'un véritable combat et que s'ils étaient faibles, ils seraient indignes de leur place au palais. Mais Ethan n'avait pas peur car il savait de quoi il était capable. Et ce n'était pas lui, mais Derek qui devait avoir peur. Marcus a assuré que si quelque chose arrivait au garçon, il serait capable de le soigner. Un message d'ombre apparut de nouveau devant Ethan, lui recommandant de montrer à son adversaire sa véritable force, car après avoir absorbé le fantôme blanc et brumeux, le garçon avait acquis la capacité de se disperser. Le combat commença et Derek se jeta immédiatement sur son adversaire. Si son coup atteignait des organes vitaux, Ethan perdrait la capacité de bouger. Et puis, le type s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser la dispersion. En un instant, Ethan se retrouva derrière son adversaire et abattit son poing enflammé sur lui. Des cibles commencèrent à apparaître devant ses yeux. Sa tête, son dos, ses articulations. Tous les points faibles de Derek. Soudain, les yeux d'Ethan devinrent rouges. Son aura prit l'apparence d'un terrible monstre et il sut qu'il devait le tuer d'un seul coup. Des voix terrifiantes commencèrent à résonner dans la tête du jeune homme. Elles disaient que le désir de tuer coulait dans le sang d'Ethan, qu'il ne pouvait y échapper, qu'il devait tuer Derek. À chaque fois que la voix devenait plus forte, elle répétait sans cesse
Tuer, tuer, tuer. Après tout, il est né avec le désir de tuer. Mais Ethan n'allait pas céder à cette voix. Il se rua sur son adversaire en utilisant un point de vent tourbillonnant. L'instant d'après, il frappa. Mais le point effleura à peine le visage de Derek, n'y laissant qu'une légère éraflure. L'onde de choc frappa le mur de la salle d'entraînement, y laissant une énorme trace fumante, et les étudiants se pressèrent autour d'Ethan. Personne ne comprenait comment ce type pouvait faire une chose pareille, car il n'avait que 3 compétences à développer. Mais Ethan savait qu'il avait éprouvé un réel désir de détruire complètement son adversaire, et cela ne lui plaisait pas du tout. Il fut tiré de ses pensées par Gwen, qui courut vers son frère pour s'assurer qu'il n'était pas blessé. Elle lui prit la main et se tourna vers Marcus pour lui faire prendre conscience de la force de son frère. Mais l'homme ne savait pas quoi répondre, car Ethan n'avait que 3 lacunes en compétences. Pourquoi sa force était-elle si grande? Sans attendre de réponse satisfaisante, Gwen affirma fermement que son frère n'avait absolument pas besoin de leur approbation. Se retournant, Gwen et Ethan s'éloignèrent des lieux, attirant les regards surpris de tous. L'une des élèves, Valérie, élève de la classe E et propriétaire de 9 trous de compétences, sentit une odeur familière, et il ne faisait aucun doute que c'était celle à laquelle elle pensait. Le soir venu, Ethan et sa sœur arrivèrent au complexe résidentiel où les étudiants du palais louèrent des appartements. Mais il y avait un problème. Il n'y avait plus de chambres disponibles. Le gérant du complexe n'avait d'autre choix que d'aller en banlieue et d'essayer d'y trouver un logement. À ce moment-là, une jeune fille brune, vêtue d'une robe blanche qu'elle ne connaissait pas, s'est approchée des garçons par derrière et leur a dit qu'elle pouvait leur sous-louer l'appartement à un prix avantageux. La jeune fille a déclaré qu'elle était elle-même étudiante et qu'elle vivait dans l'appartement 1701. Elle l'avait payé pour 3 ans d'avance, mais qu'elle était maintenant obligée de partir et que l'appartement restait vide. Le gérant jeta un regard désapprobateur aux adolescents, car le locataire de l'appartement 1701 changeait constamment. Peu après, la mystérieuse jeune fille emmena les garçons à l'appartement et leur ouvrit la porte. La pièce était grande et très propre. Mais Ethan était alarmé par le fait que les meubles étaient impeccables, comme si personne ne les avait jamais utilisés. Et le type était sur le point de quitter cet appartement et d'en trouver un moins suspect, quand la fille a dit qu'elle était prête à leur accorder une réduction de 50%. Ethan ne pouvait refuser une telle offre et a tout de même signé le contrat, après quoi la jeune fille leur a remis les clés et leur a dit de ne plus la contacter. Après avoir souhaité un bon séjour aux garçons, elle quitta l'appartement. Ce comportement inquiéta Gwen, mais Ethan, ne voulant pas inquiéter sa sœur, s'empressa de la rassurer en lui disant que tout allait parfaitement bien dans la maison. Sur ce, Gwen alla se coucher et conseilla à son frère d'en faire autant. Cependant, le garçon n'allait pas dormir, car la réaction de la fille et l'atmosphère de l'appartement lui semblaient étranges, et il devait découvrir ce qui se passait. Il s'installa donc sur le canapé pour surveiller les lieux toute la nuit. Au début, c'était calme, mais au bout d'un moment, l'homme a entendu le bruit de l'eau qui goutte. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il ne comprit pas quand il s'était endormi, ni qu'il avait recouvert d'une couverture. Les bruits le perturbaient également, car sa sœur fermait toujours hermétiquement le robinet après avoir pris un bain. En regardant de plus près, Ethan aperçut un homme debout à l'autre bout de la pièce. Il sourit et émit des sons étranges, et l'homme ne parvint pas à comprendre de qui il s'agissait. Terrifié, il commença à s'approcher lentement de la personne, sans toujours comprendre qui se trouvait devant lui. Peut-être était-ce Gwen. Puis l'homme se retourna, ses yeux noirs et rouges fixant Ethan droit dans les yeux. La créature s'approcha de l'homme en murmurant quelque chose, et le jeune homme comprit alors qu'il avait affaire à un fantôme. Il comprenait maintenant pourquoi le prix de la maison était si bas. L'esprit déclara que c'était sa demeure, et qu'Ethan n'y était pas le bienvenu. Mais il ne s'approcha pas du jeune homme. Il ne devait pas être hostile. Une ombre tourbillonna sous Ethan, et le fantôme en fut visiblement effrayé. Quand l'homme a allumé la lumière, il n'y avait personne devant lui. Cependant, la nuit s'acheva et une nouvelle journée scolaire commença sur le campus du palais Tenchi. La première chose que fit Gwen fut de se précipiter pour raconter à Ethan que la nuit dernière, un fantôme s'était fait passer pour son frère et errait autour de sa porte, et qu'elle avait failli lui ouvrir. Ethan lui a aussi raconté qu'il avait rencontré un fantôme, et ils en ont conclu qu'il devait quitter cet appartement immédiatement. Mais l'homme décida de ne pas se précipiter, car on leur avait dit qu'il était normal d'avoir peur des fantômes au début, et que les esprits eux-mêmes ne semblaient pas si hostiles. Soudain, des mèches sombres tombèrent sur le visage du jeune homme. Se retournant, il vit devant lui une jeune fille aux cheveux longs, vêtue d'un short et d'un long manteau rouge.
C'est la même étudiante qui a senti l'odeur d'Ethan hier sur le terrain d'entraînement. Valérie, qui a dit qu'elle habitait dans l'appartement 1703 et qu'elle pouvait aider à se débarrasser du fantôme qui hantait leur logement. S'approchant de lui, elle ajouta qu'il pouvait entrer s'il le souhaitait. Cependant, Gwen interrompit rapidement leur douce conversation, déclarant qu'elle avait elle-même 12 lacunes en compétences et qu'il n'avait donc pas besoin d'aide extérieure. Comprenant qu'elle n'était pas particulièrement la bienvenue, Valérie se retourna et déclara que, dans ce cas, ils devraient s'occuper eux-mêmes des fantômes. Au moment où elle s'apprêtait à quitter le bureau, Marcus entra, ne s'attendant absolument pas à y voir Valérie. Voyant que les élèves se relâchaient, il s'empressa de les envoyer courir, car les futurs maîtres spirituels doivent aussi être bien préparés physiquement. Ethan décida alors de demander s'il était vrai qu'il n'y avait pas de fantômes dans le palais de Tenchi. Marcus était un peu agacé par cette question, car le palais se transmettait de génération en génération depuis des milliers d'années, et sa structure protectrice était invulnérable à tout esprit maléfique. Mais Ethan se demandait aussi pourquoi ils avaient dû louer un appartement à l'extérieur si le palais était si grand. Là, Marcus ne put s'empêcher de crier que la formation protectrice du palais avait été créée à partir des âmes originelles de 5 fantômes primordiaux, mais il réalisa aussitôt qu'il en avait trop dit. Mais Ethan était très heureux d'entendre parler de fantômes primordiaux et d'âmes primordiales. Mais le professeur interrompit brusquement la conversation, disant qu'il valait mieux pour lui se concentrer sur son entraînement et ne pas se tracasser l'esprit avec des choses inutiles. Puis il leur souhaita bonne chance à lui et à sa sœur, et s'en alla. Livré à lui-même, Ethan commença à penser que le palais de Tenchi regorgeait effectivement de secrets. Et plus il avançait, plus il devenait intéressant. Il décida de mettre ses pensées par écrit pendant un moment. Puis sa sœur s'approcha de lui, et Ethan lui demanda alors si elle avait reçu la perle du fantôme pendu que Marcus lui avait promis de lui donner. Gwen a dit que lorsqu'elle atteindrait le premier niveau, elle recevrait l'héritage de ses parents, et que lorsqu'elle atteindrait le deuxième niveau, elle recevrait une perle. Globalement, Ethan approuvait cet état de fait. Mais il craignait toujours qu'il y ait de nombreux maîtres puissants au sein de Skynet qui ne permettraient à aucun phénomène surnaturel de se produire ici. Et pourtant, personne n'a résolu le problème de l'appartement 1701. Mais Ethan était déterminé à le découvrir par lui-même ce soir-là. Pendant ce temps, la fille fantôme aux cheveux noirs écrivait sur les murs et le sol de sa chambre, répétant sans cesse la même phrase. « Sors de la maison !» Quand minuit sonna, Ethan sut que le moment était venu. Le fantôme était là. Une jeune fille pâle aux cheveux noirs, vêtue d'une robe blanche, se déplaçait maladroitement dans la maison, se dirigeant vers la chambre du garçon, essayant visiblement de se faire passer pour Gwen. Elle s'est dirigée prudemment vers la porte et a appelé Ethan. Le jeune homme lui ouvrit la porte et fit semblant de croire qu'elle était sa véritable sœur. Il lui demanda si elle voulait manger, ce à quoi la jeune fille, fantomatique, répondit par la négative. L'esprit était désorienté. Ne comprenait-il pas qu'elle n'était pas sa sœur? Pourquoi n'avait-il pas peur? Soudain, la porte s'ouvrit de nouveau et Ethan demanda pourquoi la fille avait été encore là. Il lui prit la main et la conduisit à la cuisine, toujours avec l'intention de la nourrir. Le fantôme ne comprenait pas. Elle était en colère face à cette situation. Cet homme se moquait-il vraiment d'elle? Une aura noire enveloppa la jeune fille. Ses yeux devinrent rouges et elle cria à Ethan de sortir de chez elle. Mais Ethan se contenta de sourire, comme s'il n'était pas du tout surpris que la jeune fille ne soit pas Gwen, et lui offrit tout de même quelque chose à manger. Cette attitude mit le fantôme en colère. Elle ne savait plus quoi dire. Soudain, son essence s'est évaporée et s'est envolée, ne souhaitant plus participer à cette représentation. Ethan était surpris. Cette fille fantôme ne l'avait pas attaqué. Que lui était-il arrivé pour qu'elle devienne ainsi? Au matin, le garçon fut réveillé par le cri de Gwen et il courut aussitôt vers elle. Mais dès qu'il ouvrit la porte, des sous-vêtements féminins lui volèrent dessus. Gwen était extrêmement outrée. Comment son frère pouvait-il garder autant de lingerie sous le lit? Et surtout, pourquoi? La jeune fille les quitta la pièce et Ethan vit une boîte entière de sous-vêtements rouges. Était-ce vraiment l'œuvre de cette fille fantôme pour se venger de lui? Mais il y avait autre chose. Au fond de la boîte, Ethan aperçut une photo encadrée de 2 filles. 2 noms étaient inscrits en bas. Zoé, de toute évidence le fantôme, et un autre, Gloria. Il y avait aussi un numéro de téléphone à côté, et Ethan décida de l'appeler. La jeune fille aux cheveux violets, celle qui est sur la photo, était assise à son bureau lorsque soudain, son téléphone a sonné. Le numéro lui était inconnu, elle décida donc de ne pas répondre. Elle a ensuite reçu un message d'Ethan,
disant qu'il avait rencontré Zoé et qu'il voulait en parler. Gloria était sous le choc. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais l'homme lui expliqua qu'il avait rencontré le fantôme de Zoé dans l'appartement 1701 et qu'il voulait savoir ce qui lui était arrivé. La femme était horrifiée. Elle n'arrivait pas à croire que le fantôme de Zoé ait réellement élu domicile dans cet appartement, et elle décida alors d'appeler Ethan en vidéo. Elle a dit que s'il ne plaisantait pas, il pourrait essayer d'aider Zoé à trouver la paix, et qu'elle lui donnerait alors une perle d'âme de niveau rouge. Et même si Ethan voulait mettre la main sur la perle, il voulait surtout régler la situation avec Zoé. Il avait besoin de savoir si elle avait été tuée et si sa mort était liée au palais de Tenchi. Il a montré à Gloria une photo d'elle et de Zoé ensemble. En le voyant, la femme ne put retenir ses larmes. Elle voulait que la jeune fille soit libre après toutes ces années. Elle a raconté que lorsque Zoé était étudiante au palais Tenchi, elle était pleine d'espoir pour l'avenir, mais que des gens du monde entier venaient au palais et qu'elle avait rapidement été remarquée par des étudiants riches qui un jour ont abusé d'elle. Zoé ne voulait pas être humiliée, alors elle les a dénoncés en ligne et bientôt tout le monde était au courant. Certes, les méchants furent punis, mais la mesure la plus extrême au palais de Tenchi était tout simplement l'expulsion. Mais Zoé elle-même n'a rien gagné de cette situation. Au contraire, ses agresseurs avaient beaucoup plus de pouvoir en dehors du palais. Finalement, ils tuèrent Zoé, qui devint alors un fantôme errant, et le palais de Tenchi ne fit aucun commentaire sur la situation. Gloria a déclaré que même en tant que présidente de l'association, elle n'avait pas été en mesure d'aider la jeune fille à trouver la paix. Donc si Ethan voulait vraiment l'aider, il devait faire de gros efforts et éviter de s'engager lui-même dans une situation terrible. Leur conversation prit fin à ce moment-là, et l'ombre envoya à Ethan un autre message, disant que les gens avaient peur des fantômes, et que les fantômes savaient que les gens étaient venimeux. La méchanceté du cœur d'un homme est plus terrible que celle de n'importe qui d'autre. Mais cela n'avait rien à voir avec Ethan, car il choisirait le moyen le plus facile de tuer le fantôme de Zoé et de la laisser reposer en paix en échange de la perle d'âme rouge. Ethan savait qu'il pouvait facilement maîtriser cet esprit. Cependant, il ne comprenait pas pourquoi tout le monde pensait que la mort était le seul moyen de lui offrir une sépulture digne, car s'il choisissait cette voie, en quoi serait-il différent du raté qu'il était dans sa vie passée? Il décida d'utiliser son pouvoir et ses méthodes pour permettre à Zoé de trouver la paix véritable. Quelque temps plus tard, Ethan partit se promener de nuit autour de la gare routière, et pendant ce temps, les phénomènes surnaturels à Skynet City s'aggravaient de jour en jour, si bien que le palais de Tenchi décida d'intervenir. Afin de déceler les incidents surnaturels et d'enrichir l'expérience pratique des étudiants en matière de gestion des fantômes, diverses tâches leur étaient assignées quotidiennement. Finalement, Ethan arriva à la destination de l'un d'eux, le bus 444, et il était hanté. À l'intérieur, on entendait des chuchotements et des cris de fantômes. Tout indiquait qu'il était venu. Ethan le savait aussi, et à ce moment-là, il sentit quelqu'un s'approcher de lui par derrière. C'était un jeune homme aux cheveux blonds. Il tendit son bouclier, ne comprenant pas ce que ce garçon faisait là. Ethan lui fit un signe amical de la main, disant qu'apparemment, ils avaient tous les deux une mission dans le bus 444, ce à quoi le jeune homme répondit par un sourire peu aimable, pensant probablement qu'il était un étudiant de première année ordinaire. Ethan a dit qu'il y a un fantôme de niveau vert ici, et que si vous le battez, vous pouvez obtenir une perle verte. Le jeune homme s'approcha de lui et exigea qu'il suive ses instructions sans poser de questions, ce qu'Ethan accepta sans hésiter. L'homme a affirmé être un maître spirituel de deuxième niveau et qu'il prendrait soin de lui en cas de problème. En réalité, il pensait qu'en cas de danger, il utiliserait simplement le garçon aux cheveux bleus comme chair à canon. Le jeune homme se présenta comme Neil, faisant remarquer que si Ethan était vraiment en deuxième année, il devrait savoir ce que ce nom signifiait. Et Ethan savait exactement ce que cela signifiait. Les garçons montèrent dans le bus et le jeune homme paya le trajet en disant qu'il ne lui restait qu'un gros billet. Le chauffeur répondit qu'il allait changer l'argent et alors des billets, de l'argent d'un autre monde, commencèrent à tomber du toit. Ethan en a attrapé un avec son doigt et a remercié le conducteur. Mais Neil fut choqué par son calme, car lui-même était déjà prêt à invoquer une arme spirituelle. Soudain, l'homme entendit des bruits à l'extérieur du bus et décida de regarder par la fenêtre. Une femme fantomatique est entrée dans le bus voisin et le véhicule tout entier était littéralement entouré d'esprits. Neil accourut vers Ethan, horrifié, lui disant qu'il y avait un autre bus 444 garé à proximité et qu'il était rempli de fantômes. Mais le garçon ne comprenait pas. L'homme plus âgé voyait-il double?
Cependant, Neil savait qu'il devait descendre au prochain arrêt et détruire directement la machine. Entre-temps, le bus s'est mis en marche et a parcouru une certaine distance. Neil a dit au chauffeur de ralentir alors qu'il s'apprêtait à sortir. Mais dès que le transport s'est arrêté, des fantômes se sont immédiatement précipités par les portes ouvertes. Ils barrèrent le passage à Neil, murmurant quelque chose de leur propre cru. Les esprits entouraient l'homme. Il n'avait aucun moyen de descendre du bus et le chauffeur avait déjà fermé les portes. En un instant, le bus tout entier fut rempli de fantômes. Ils encerclèrent Neil, qui retenait à grand-peine des cris d'horreur. Le jeune homme était furieux. Il ne pouvait pas sortir de là. La situation devenait de plus en plus dangereuse à l'intérieur. Mais ce garçon aux cheveux bleus n'a même pas sourcillé. Pendant ce temps, un esprit qui se grattait sans cesse s'assit à côté d'Ethan, et ce dernier, prétextant une sorte d'allergie, demanda aux passagers d'un autre monde de s'asseoir avec son ami blond. Le fantôme se leva docilement et se dirigea vers Neil, qui était perplexe. Ce garçon pouvait-il vraiment communiquer avec eux? Bientôt, Neil fut entouré de toutes parts par toutes sortes de fantômes. L'ombre d'Ethan avait de nouveau un message pour lui. Son ami spécial descendrait au prochain arrêt, ce qui signifiait qu'il avait une dernière chance. Soudain, le bus est tombé en panne d'essence et le chauffeur est descendu pour faire le plein. La panique s'empara de la cabane, les fantômes hurlaient et pleuraient, ne comprenant pas pourquoi ils s'étaient arrêtés là. Neil était au bord de l'hystérie. Il ne comprenait pas comment cette tâche pouvait n'avoir qu'un niveau vert, car elle valait clairement un niveau rouge. Ethan réalisa également que le palais Tenchi avait complètement sous-estimé la gravité de l'incident du bus 444, et il semblait que le véritable fantôme ici était le chauffeur. Neil savait qu'il n'avait pas d'autre choix que d'utiliser son partenaire un peu simplé pour sortir de là, alors il proposa de tuer les fantômes ensemble et de s'enfuir. Ethan acquiesça, adressant un sourire narquois à l'homme plus âgé. D'un seul mouvement, le garçon invoqua son arme spirituelle, et les fantômes se précipitèrent aussitôt vers lui. La blonde pensa que ce garçon était vraiment très stupide, puisqu'il avait décidé d'utiliser une arme au milieu d'une foule d'esprits et qu'il avait essayé de descendre discrètement du bus tout seul. Cependant, son chemin était bloqué par d'autres fantômes. Il savait qu'il devait immédiatement déclencher sa compétence, ruée sanguinaire, qui dissimulait son énergie, puis s'échapper rapidement. Il n'avait que 10 secondes et il devait filer pendant que cet idiot distrayait les fantômes. Mais soudain, un éclair de lumière jaillit derrière lui. Ethan émergea bientôt du brouillard, et Neil était furieux. Comment ce gamin osait-il l'attaquer? Ethan décida alors de lui demander s'il se souvenait qui était Zoé. Neil se souvenait que c'était cette fille qui lui avait valu d'être banni du palais de Tenchi pendant 2 ans. Il comprit que le garçon était venu se venger, mais il n'allait pas abandonner si facilement. Le blond se précipita sur le jeune homme, brandissant son bouclier de toutes ses forces. Mais au moment de l'impact, Ethan a rapidement tiré par le col le fantôme qui se tenait derrière lui et s'est protégé du bouclier avec celui-ci. L'instant d'après, l'homme sortit son poignard et s'apprêtait à frapper Neil. Mais ce dernier possédait une compétence spéciale, peau de bronze. Ethan savait qu'avec des compétences aussi médiocres, il ne vaincrait jamais le fantôme de bronze. Et il a donc simplement acheté cette perle d'âme. Les enfants des riches croient que l'argent peut tout acheter, même la vie humaine, et ses pensées ont mis le garçon très en colère, si bien qu'il a repoussé Neil dans le bus de toutes ses forces. La blonde ne comprenait pas pourquoi la force de ce type était si variable. Mais Ethan lui conseilla de ne pas perdre de temps en pensées inutiles, car son talent allait bientôt s'épuiser, et on ignorait si Neil pourrait vivre jusque-là. Le jeune homme savait qu'il devrait utiliser sa peau de bronze pour repousser les créatures, mais il était peu probable que cela lui soit d'une grande utilité. Alors Neil hurla, suppliant Ethan de l'aider, lui promettant n'importe quoi en échange de son salut. Mais Zoé l'a aussi supplié de la laisser tranquille, n'est-ce pas? Mais Neil se fichait de la fille. Elle ne le dérangeait pas du tout. Il pensait que sa mort ne signifiait rien. Et en réponse, Ethan a chassé le salaud d'un coup de pied. Les fantômes étaient déjà à 2 pas du blond. Et il continuait de supplier l'homme de le sauver, disant qu'il lui donnerait n'importe quelle perle d'âme de niveau rouge. L'offre était tentante. Alors Ethan a demandé à Neil de s'approcher de lui. L'espoir brilla dans les yeux du jeune homme, et il rampa vers son sauveur, échappant de justesse aux griffes des fantômes. Cependant, au lieu de sauver l'homme, Ethan lui dit seulement que chaque acte a un prix, que c'était le sien, puis il ferma les portes du bus. À ce moment-là, les fantômes se jetèrent sur Neil et le déchirèrent. Quand tout fut terminé, la seule chose qu'Ethan regretta fut de ne pas avoir entendu les cris de ce salaud. À ce moment-là,
Un esprit s'approcha de lui par derrière et lui demanda ce que cela faisait de tuer l'un des siens. L'homme s'apprêtait à frapper le fantôme avec sa lame, mais celle-ci intercepta sa main, et lorsqu'Ethan se retourna, il vit qu'il s'agissait du conducteur. Il était curieux, car les gens tuent les fantômes parce qu'ils leur font du mal. Mais pourquoi tuent-ils toujours les mêmes personnes? Ethan répondit qu'il tuait simplement ceux qu'il n'aimait pas. Le conducteur a trouvé cela intéressant et a déclaré qu'il n'avait pas éprouvé une sensation aussi particulière depuis longtemps. Il se tourna vers le garçon et lui dit qu'il aimerait l'emmener avec lui sur la route. Mais Ethan ne voulait pas mettre fin à ses jours si tôt. L'homme regarda l'esprit et comprit que ce chauffeur était d'un tout autre niveau que ces fantômes blancs dans le bus. Il tenta de frapper l'esprit, mais celui-ci esquiva facilement le coup. Le chauffeur comprit qu'il n'y avait aucun moyen de ramener le garçon en territoire fantôme et lui demanda alors s'il avait encore l'argent qu'il lui avait donné. Comprenant qu'ils étaient encore là, l'esprit demanda à Ethan de les protéger puis disparut. Quelque temps plus tard, Ethan retourna à l'appartement. Neil était mort. Il comprit qu'il en restait encore 6. Le lendemain, les cours ont repris et Marcus a annoncé que le test sur le bus 444 était maintenant au niveau rouge et aussi que 4 fantômes étaient apparus dans la ville voisine et avaient déjà tué cette fille. À ce moment-là, un message arriva sur le téléphone d'Ethan. C'était Gloria, qui avait déjà appris la mort de Neil, et lui demandait quelle perle Ethan désirait en récompense. Elle était très directe, alors le type a décidé de ne pas être timide et a demandé une perle de bronze et une perle fantôme pendue. Cependant, Marcus avait une autre annonce importante à faire, celle-ci concernant tous les seigneurs spirituels de premier niveau. Il s'est avéré que le palais Tenchi permettait aux élèves de première année de choisir une perle d'âme, de niveau blanc de leur choix. Ethan se promena entre les étagères de perles et choisit celle qui lui conviendrait. Il la trouva enfin. C'était la perle de l'âme du fantôme noir. Elle conférait la compétence lumière noire et augmentait le pouvoir destructeur contre les fantômes. L'ombre a révélé à Ethan que si elle absorbait une perle d'âme de niveau rouge, son arme spirituelle acquérait une nouvelle compétence. Cependant, pour débloquer le 5e emplacement de compétence, il fallait une perle de qualité fatale, et pour le 6e, une perle de qualité catastrophique. Mais il était trop tôt pour y penser, alors Ethan inséra simplement la perle blanche dans sa dague. Elle fut absorbée avec succès, et un instant plus tard, elle déploya 3 chaînes plus avancées. Elle permettait d'accroître la défense et la portée de la lumière noire, et offrait également la possibilité d'affaiblir l'ennemi. Ethan fut tiré de ses pensées par Gwen, qui accourut vers lui et lui demanda quelle perle il avait choisie. La jeune fille confia que Marcus lui avait secrètement donné la perle d'âme du fantôme du miasme, dont le pouvoir constitue la compétence entrave. Ethan était vraiment surpris, car cette perle était de niveau vert, un niveau supérieur à celle donnée aux autres. Gwen lui a demandé de garder le secret et lui a dit que Marcus l'attendait et que son frère pourrait lui tenir compagnie. Lorsqu'ils sont sortis dans la cour, l'homme était déjà là. Valérie se tenait derrière lui et 2 autres hommes se tenaient sur le côté. Il expliqua que, selon la tradition du palais Tenchi, après avoir sélectionné la perle de l'âme, les étudiants devaient former une équipe de 5 maîtres spirituels. Mais Gwen n'aimait pas cette idée, elle voulait juste être avec son frère. Valérie est alors intervenue dans la conversation et a suggéré qu'Ethan s'allie à elle. Gwen n'appréciait pas non plus cette situation. Elle a attrapé son frère, ne voulant pas le laisser partir avec cette fille. Ils furent interrompus par Marcus, qui déclara que même s'ils étaient libres de faire équipe avec qui ils voulaient, les professeurs espéraient tout de même que les meilleurs élèves formeraient une seule équipe. Il avait 2 autres personnes en exemple, Henry et Chad. Ils avaient tous deux 8 lacunes en compétences. Leurs notes étaient excellentes et ils étaient également issus de familles riches. Ainsi, à l'avenir, toute l'équipe pourrait compter sur des joueurs de niveau rouge. Cependant, Ethan n'était pas satisfait de cette tournure des événements. Il prenait le choix de sa sœur au sérieux et ces types eux-mêmes lui paraissaient étranges. Laisser Gwen avec eux aurait été tout simplement dangereux. Henry et Chad n'étaient pas du tout contents qu'on parle d'eux de cette façon. Fou de rage, Chad banda son arc et décocha une flèche, enveloppée d'une aura bleue. Mais Ethan la remarqua à temps et se précipita aussitôt vers Gwen, la couvrant de son corps. Il dévia la flèche qui volait vers eux avec son poignard. À ce moment-là, Henry apparut derrière eux, brandissant son marteau vers l'homme, prêt à frapper. Cependant, Ethan ne perdit pas son sang-froid. Il repoussa prudemment sa sœur et dévia l'attaque de l'agresseur d'un coup de pied, lui faisant lâcher son arme des mains. Une fois la bagarre terminée,
le jeune homme s'approcha de ses camarades de classe en colère, se préparant à se venger comme il se doit pour un tel débordement. Mais à ce moment-là, Marcus était déjà arrivé et a déclaré que les bagarres au sein du groupe étaient interdites, ce à quoi Ethan a suggéré d'organiser une compétition équitable entre lui et les autres. Eux-mêmes n'y étaient pas opposés non plus. Chad a même suggéré d'organiser une compétition entre équipes de seigneurs spirituels. Ethan était ravi de les affronter au combat, mais leur a dit de ne pas s'en vouloir s'ils étaient soudainement grièvement blessés. Bientôt, tous les élèves participant à la bataille étaient déjà dans l'arène, et leurs camarades de classe sont venus voir qui allait gagner. Cependant, l'équipe d'Ethan ne comptait que 3 personnes, lui-même, Gwen et Valérie, ce qui devint une autre source de moquerie pour Henry. Mais Ethan était convaincu qu'il suffirait à lui seul pour se débarrasser de ces 5 scélérats. Cependant, selon le règlement, l'équipe devait en réalité être composée exactement de 5 personnes. Le type se retourna et regarda les filles assises derrière lui. C'étaient Sally et Esther, ses nouvelles connaissances. D'un seul mouvement, ils descendirent dans l'arène, rejoignirent l'équipe, et la compétition fut alors officiellement ouverte. Les filles ont fait appel à leurs armes spirituelles. Sally serait le médecin de l'équipe et Esther l'éclaireuse. Mais Ethan les arrêta, disant que ce n'était pas nécessaire et qu'il préférait continuer seul. Cette arrogance a vraiment mis l'équipe de Harry en colère, et les garçons se sont immédiatement précipités sur lui, armes à la main. Cependant, Ethan les traversa d'un seul mouvement brusque, parant leurs coups et leur faisant lâcher leurs armes, et les hommes n'eurent même pas le temps de comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a brandi une hache vers le jeune homme, mais celui-ci l'a facilement repoussé d'un coup de pied. Ensuite, ce fut au tour de Jenny. Dès qu'il s'est envolé vers Ethan avec sa hache, il l'a frappé à l'estomac avec son coude et celui-ci est tombé. L'instant d'après, le garçon invoqua son poignard et libéra une énergie verte directement sur l'ennemi, le forçant à s'éloigner du combat en rampant. Ils devaient faire quelque chose, sinon ils allaient perdre. Et c'est alors que Chad est intervenu, tirant 4 flèches à la fois, prêt à bloquer les mouvements de son adversaire. À ce moment-là, Ethan se battait avec les autres, et il ne les remarqua qu'un instant avant d'être touché par les flèches. Mais l'homme ne perdit pas son sang-froid. Il sauta habilement sur le côté, exposant ses adversaires à une attaque. Il s'est donc avéré que les garçons s'étaient battus eux-mêmes. Mais Henry ne voulait pas abandonner non plus. Il ordonna à ses hommes de coincer Ethan de tous côtés, afin qu'il n'ait nulle part où se cacher. Gwen regardait avec horreur son frère se battre contre 5 personnes à la fois, et elle était prête à intervenir dans le combat. Cependant, Valérie l'arrêta, car Ethan affirma qu'il pouvait s'en occuper lui-même et que les filles ne pouvaient faire confiance qu'à lui. Lorsque le jeune homme hésita un instant, Henry se précipita aussitôt sur lui, une hache à la main, utilisant une compétence de niveau vert. Ethan a répliqué en utilisant son talent, et les garçons, se transformant en 2 boules d'énergie, sont entrés en collision. Un instant plus tard, une puissante explosion secoua l'arène. En raison de la fumée, il était difficile de savoir qui avait finalement gagné. Mais dès que la fumée s'est dissipée, tout le monde a vu qu'Ethan était debout, sans une seule égratignure, dominant fièrement Henry, vaincu. Cependant, il s'avéra que la bataille n'était pas encore terminée, et Chad se précipita vers l'homme, lui disant de ne pas l'oublier. Un instant plus tard, l'arène fut enveloppée d'un immense dôme de brume, un talent bien connu d'Ethan. Chad se tenait là, entouré de nuages impénétrables, exhortant le garçon à enfin devenir un homme et à livrer un combat loyal. Mais avant qu'il ait pu finir sa phrase, Ethan était derrière lui, un poignard sous la gorge. Lorsque la fumée s'est dissipée, les 5 membres de l'équipe d'Henry étaient à terre. Cependant, Ethan a trouvé ce combat plutôt ennuyeux. Marcus n'en croyait pas ses yeux. Était-il vraiment possible que celui qu'il considérait comme insignifiant ait vaincu à lui seul 5 élèves redoutables? À ce moment-là, un homme aux longs cheveux noirs vêtu de gris s'approcha de lui et lui demanda dans quelle classe il était. Marcus s'empressa de saluer l'homme, car il s'agissait de Maître Isaac, le maître spirituel en chef du palais Tenchi, arborant une marque à 3 étoiles sur ses vêtements, signifiant qu'il avait vaincu 3 fantômes de niveau ancien. Isaac expliqua qu'un fantôme était récemment apparu dans Skynet et qu'il était revenu pour s'en occuper, puis il désigna le garçon aux cheveux bleus en lui demandant qui il était. Marcus expliqua qu'il s'agissait du fils adoptif de William, qui était entré à l'école cette année. Le maître n'arrivait pas à croire que c'était Ethan. Il avait grandi si vite. Le jeune homme remarqua bientôt lui-même l'homme qui se tenait à côté de son professeur. En un instant, Isaac se retrouva juste devant Ethan, le faisant chanceler de surprise. Il s'est présenté en donnant son nom,
disant qu'il était un vieil ami de son père. Il a également déclaré que William connaissait le secret de la vie du garçon, et Ethan a été stupéfait par ces mots. Il ne comprenait pas de quel secret il parlait. Isaac proposa un duel au garçon. Il lui suffisait de toucher les vêtements du maître pour qu'il lui révèle ce secret. Ethan n'eut d'autre choix que d'accepter, car il connaissait trop peu de choses sur le propriétaire du corps, et cette information lui serait extrêmement utile. Ethan savait que l'homme était très fort, et que même en n'utilisant qu'une seule main, il ne serait peut-être pas en mesure de le vaincre. Mais la tâche était très facile. Il suffisait de toucher les vêtements, et l'homme s'est précipité en avant, tendant la main vers la robe de l'homme. Cependant, son doigt sembla s'arrêter à 1 millimètre du tissu. Un instant plus tard, l'homme fit un geste de la main, et Ethan fut immédiatement projeté à nouveau au sol. Il ressentit la puissance spirituelle d'Isaac et comprit qu'un coup au front ne fonctionnerait pas. Il devait trouver une autre solution. L'homme invoqua alors de nouveau des nuages de brouillard, comme il l'avait fait auparavant, et décida d'attaquer le maître par derrière. Mais Isaac l'avait prévu aussi, et d'un simple coup de main, il repoussa l'attaque du jeune homme. Parvenu à retomber sur ses pieds, Ethan se retrouva juste derrière l'homme et comprit que c'était sa chance de gagner. Il porta aussitôt la main aux vêtements du maître. Mais avant qu'il ne puisse la toucher, Isaac lui saisit la main, déclarant qu'il était déçu des maigres compétences de son fils William. Ethan ne comprenait pas pourquoi cet homme était si fort. Il ne pouvait pas se libérer de son emprise. L'instant d'après, le maître repoussa violemment l'homme, qui s'écrasa au sol dans un fracas. Gwen était terrifiée. Elle craignait qu'il soit arrivé quelque chose à son frère. Elle s'est immédiatement précipitée vers lui, essayant de le ramener à la conscience, mais le jeune homme n'a réagi d'aucune façon. Maître Isaac s'approcha d'eux. Il voulait examiner Ethan, et bien que cet homme ait terrifié la jeune fille, elle lui permit d'examiner son frère. L'homme lui palpa le pouls avec les doigts. Et là, il a réalisé, l'homme était conscient. L'instant d'après, Ethan bondit et tendit la main vers le visage d'Isaac. Il voulait voir son vrai visage sous le masque. Cependant, avant même qu'il puisse toucher l'homme, celui-ci avait déjà disparu sans laisser de traces. Il était introuvable, comme s'il s'était volatilisé. Pouvait-il vraiment se téléporter? Pendant ce temps, le maître se tenait déjà sur le toit de l'arène, observant Ethan de haut. C'était la première fois que quelqu'un le forçait à utiliser ses pouvoirs de cette manière, car il était difficile de prédire ses intentions. Marcus vint en aide au garçon et dit à Ethan de ne plus tenter de telles farces avec Isaac, mais le maître avait bon cœur, alors il s'en tirerait cette fois-ci. Et pourtant, au départ, tout le monde s'était réuni ici pour un duel qui était déjà terminé, et le vainqueur était l'équipe des maîtres spirituels d'Ethan. Marcus conseilla au garçon de s'entraîner davantage, et l'un d'eux s'empressa de l'assurer qu'avant de se rendre dans la ville fantôme de Tsang, ils perfectionneraient leur travail d'équipe. Ce soir-là, allongé dans son lit, Ethan songea à la puissance des yeux du palais Tenshi et à la possibilité qu'il se retrouve un jour dans la même situation désespérée qu'aujourd'hui. Il comprit que s'il voulait venger Zoé, il devait devenir plus fort. Soudain, un bracelet apparut comme par magie à ses doigts. En se retournant, l'homme vit Isaac debout à sa fenêtre et il fut interloqué. Comment avait-il pu entrer et pourquoi lui offrait-il ce bracelet? L'homme répondit que lors de ce test, les gens réfléchissaient généralement à la manière de toucher ses vêtements, mais qu'Ethan voulait faire tomber le masque. Sa façon de penser était différente de celle des autres, et l'homme admit qu'il avait de grands espoirs pour lui. Il raconta que son père, William, était un héros. Un jour, en lisant son journal, il découvrit qu'il avait sacrifié sa vie pour sceller le fantôme de Feng Meng et sauver la ville entière de la destruction. Son dernier souhait était de rentrer chez lui, ne serait-ce qu'un instant. Isaac espérait donc qu'en visitant cette ville fantôme de Feng Meng, Ethan pourrait exaucer le vœu de son père. Ethan comprit immédiatement qu'il irait en ville quoi qu'il arrive. Puis le maître lui demanda de mettre le bracelet qu'il lui avait donné, et le jeune homme pensa que même s'il ne savait pas tout, il pouvait profiter de cette occasion pour pénétrer dans les profondeurs de la ville fantôme. Quand Ethan mit le bracelet, il demanda à quoi il servait, mais le maître répondit qu'il n'avait pas besoin de savoir certaines choses, et ajouta qu'il resterait à Skynet pendant 3 semaines, mais que le jeune homme devait faire ses valises pour l'accompagner demain dans la ville fantôme de Tsang. Ethan se précipita aussitôt vers son sac, car dans la ville de Tsang, il lui serait beaucoup plus facile d'obtenir les perles d'âme désirées, et il lui serait alors beaucoup plus facile de venger Zoé, le moment venu. Mais Isaac l'arrêta, disant qu'avant cela, il devait aller ailleurs, car le palais lui avait ordonné de s'occuper d'un fantôme local. Le mot de passe de cet esprit était Ghost Driver. Pendant ce temps,
les fantômes se rassemblaient déjà près de ce même bus numéro 444. Le chauffeur leur a demandé de prendre rapidement place. Mais lorsqu'il regarda par la fenêtre quelques instants plus tard, il vit que les esprits avaient été déchirés par quelque chose, et il réalisa que le palais Tenchi avait envoyé à sa poursuite le chef du palais du milieu, un seigneur des esprits de niveau 8, qui ne disposait que de 3 ouvertures de compétences, et pourtant il avait réussi à maîtriser 3 fantômes. Isaac ne s'attendait pas à ce que le chauffeur se retrouve dans Skynet comme ça. Apparemment, le palais de Tenchi est vraiment sous-estimé. Pendant ce temps, Ethan observait depuis les buissons. Avant de venir ici, le maître avait mentionné 7 niveaux de fantômes. Blanc, vert, rouge, maléfique, calamité, désastre et ancien. Et sans aucun doute, l'aura de ce conducteur révélait qu'il était un fantôme de niveau ancien. Le fantôme commençait déjà à perdre patience. Ses yeux brillaient d'un vert intense et des marques noires apparaissaient sur son corps. Il hurlait qu'il n'y avait personne au monde qui puisse l'arrêter. Il nargua Isaac, affirmant qu'à l'avenir, les esprits régneraient sur ce monde, et il conduisit son bus à toute vitesse droit sur l'homme. Cependant, le maître sauta d'un seul mouvement sur le toit du bus, bien décidé à corriger la pensée absurde de cet esprit. L'instant d'après, tout l'espace sous les pieds d'Isaac se transforma en un tas de gravats, mais le bus avait disparu. Ethan décida de reculer un peu pour éviter d'être touché par l'onde de choc. Et à ce moment-là, il essayait de comprendre quelle capacité le pilote fantôme utilisait. La tâche de s'occuper de ce fantôme s'avéra un peu fastidieuse pour Isaac. Alors il leva la main et fit sonner une grosse cloche. L'instrument apparut au-dessus de la tête de l'homme, entouré de petits orifices d'où émanaient des ondes sonores. Le maître pouvait entendre le moindre bruissement de l'herbe. Il se concentrait. Un instant plus tard, le chauffeur apparut au-dessus de lui, son corps comme déchiré en morceaux, et Isaac comprit alors que même si l'esprit pouvait voyager dans le temps, si l'espace était figé, il en serait expulsé de force. Dès que le fantôme toucha le sol, le maître tendit la main, chargée d'aura, vers lui, le forçant à s'arrêter. Mais le conducteur devint encore plus furieux. Ses vêtements commencèrent à se déchirer aux coutures, et Isaac fut projeté en arrière par l'onde de choc. L'esprit atteignit le sommet de l'ancien et se libéra de ses chaînes. Un instant plus tard, un bus apparut de nulle part et fonça droit sur l'homme. Cependant, le mécanicien arrêta la machine d'un seul geste de la main, la déchirant en deux. Entre-temps, l'esprit a disparu. Voulait-il vraiment s'échapper à nouveau vers Skynet? Isaac se précipita à sa suite, laissant les fantômes du bus planer sur Ethan. Et lui-même ne comprenait toujours pas ce qui s'était passé. Comment le bus avait-il pu se retrouver dans un tel état en un clin d'œil? En fait, grâce à la capacité d'arrêt du temps, la perception d'Ethan s'est arrêtée avant même que le maître n'utilise son pouvoir. Soudain, l'illusion réapparut devant Isaac, et il dut tracer une rune pour la dissiper. Mais il était trop tard, le complice du chauffeur fantôme l'avait déjà aidé à s'échapper. Ethan était sous le choc, car il s'agissait d'une véritable bataille digne des anciens. Et sans le maître, le garçon serait mort depuis longtemps. Entre-temps, Isaac partit, disant qu'Ethan pourrait lui aussi rentrer chez lui dès qu'il aurait réglé le problème des fantômes, et que le lendemain soir, ils iraient à la ville de Tsang. Mais le garçon était contrarié. Il comprenait qu'il était encore trop faible. Avant de se rendre dans la ville fantôme, il devait devenir plus fort. Le temps passa, et le lendemain, Ethan aperçut une petite boîte contenant des perles rouges sur son bureau. Gloria était vraiment incroyable. Elle a réussi à obtenir 2 perles de niveau rouge si rapidement, ce qui permet maintenant à Ethan d'améliorer ses compétences et d'aller en toute confiance dans la ville fantôme. À ce moment-là, le message réapparut devant lui. L'ombre lui demandait de la nourrir avec la perle du fantôme pendu, et alors le type ouvrirait un autre trou pour la compétence, ainsi que pour la compétence chaîne, et Ethan décida que ce serait la meilleure solution. L'ombre engloutit la perle, et le corps du jeune homme eut l'impression d'être transpercé par une puissante décharge d'énergie. Voilà donc ce que l'on ressentait avec une perle de niveau rouge. Sous l'effet de l'afflux d'énergie, toutes les surfaces vitrées de la pièce se sont fissurées, et l'homme a acquis le pouvoir, les chaînes. Il sentait que sa force avait considérablement augmenté. Ethan, prenant le poignard en main, constata qu'un nouveau trou y était apparu, ce qui signifiait qu'il était temps de passer à la branche suivante. En pénétrant dans cet espace mystérieux, le jeune homme vit des branches sortir de la perle et comprit qu'il devait ensuite raffiner la branche de la perle de l'âme du fantôme démoniaque. Ainsi, le pouvoir de la perle noire augmenta et de nouvelles compétences de branche furent débloquées pour Ethan. Il s'agissait d'armure de fer,
de flammes infernales et de gémeaux, des capacités plutôt intéressantes. Même un maître spirituel de second rang ne pouvait rivaliser avec Ethan. Sortant de son état astral, l'homme s'approcha du miroir dans lequel se reflétait le fantôme de Zoya et déclara que ses agresseurs seraient envoyés à Tsang pour y être mis à l'épreuve, et que le moment venu, il leur ferait payer. Entre-temps, Ethan et Isaac arrivèrent à la ville fantôme, qui était à l'origine un ancien tombeau construit il y a des centaines d'années, et le maître fit également remarquer qu'il ne pourrait rester avec le jeune homme que pendant 2 semaines, et que sa progression dépendrait de ses propres efforts. Bientôt, les jeunes gens arrivèrent à la grotte. Il y avait un certain nombre de personnes autour, dont beaucoup reconnurent le maître. Un homme de grande taille s'est approché d'Ethan et lui a proposé de l'emmener dans la ville fantôme. L'homme devint curieux de savoir jusqu'où il pourrait l'emmener, puisqu'il devait rencontrer un fantôme d'une puissance maléfique. L'homme se contenta de sourire en coin devant l'arrogance du jeune homme. Il aurait très probablement pris la fuite, terrifié, à la simple vue d'un esprit d'un tel niveau. Leur conversation fut interrompue par Isaac, qui déclara qu'il n'avait pas rencontré de fantôme d'un niveau aussi faible que celui du maléfique depuis longtemps. Un homme adulte s'approcha à sa suite. C'était Wilson, le seigneur fantôme de 5e rang et chef de la cité fantôme, qui fut heureux de saluer son chef. Bientôt, tous les autres se joignirent à eux, s'inclinant devant le maître et le saluant, ce à quoi Isaac lui-même répondit qu'il était là pour des affaires personnelles. S'éloignant de la foule, l'homme et Ethan descendirent. Le maître expliqua qu'il y avait 10 tombes dans la ville. Les premières étaient hantées par les fantômes des niveaux blancs, verts et rouges, et plus bas encore, par des esprits plus redoutables. Il expliqua qu'Ethan devrait désormais compter sur ses propres forces pour survivre pendant 2 semaines dans les 3 premiers tombeaux. Autrement dit, pour survivre, il lui fallait un pouvoir qui lui permette de vaincre de ses propres mains des fantômes de niveau rouge. Lorsque les hommes entrèrent dans le tombeau, celui-ci était rempli d'âmes lumineuses. Isaac tendit au garçon un laissez-passer pour une malédiction spirituelle. Il était imprégné d'un ressentiment incroyable et permettrait de dissimuler partiellement son odeur aux étrangers. Il a dit que des fantômes de tombes et de fer vivent ici, et qu'Ethan devra en tuer respectivement 30 et 10 de chaque type en 3 jours. L'homme se souvint que pour transformer la compétence lumière noire en armure noire, il fallait la perle d'âme du fantôme de fer. Pendant ce temps, les esprits commencèrent à s'approcher lentement du garçon, et même s'ils étaient du niveau blanc, s'ils se rassemblaient, ils devenaient dangereux, et Isaac voulait que le garçon se débrouille sans son aide. Mais avant qu'Ethan puisse répondre, une main fantomatique surgit soudain du sol et lui saisit la jambe. Plusieurs autres fantômes la suivirent et se jetèrent aussitôt sur l'homme, mais il comprit que cela ne suffirait clairement pas à le vaincre. D'un seul geste aisé, il abattit les esprits avec ses dagues sans recevoir la moindre égratignure, car après avoir absorbé la perle d'âme du fantôme pendu, ses capacités physiques étaient devenues bien plus fortes. Mais avant qu'il ait eu le temps de reprendre ses esprits, un autre esprit apparut derrière lui, bien plus grand que les précédents. C'était lui, le fantôme de fer. Ethan réagit rapidement, attaquant l'esprit par le haut. Il voulait la perle de son âme. Au moment de frapper, il sentit combien la peau de la créature était dure. L'homme entendit des bruits étranges sur le côté, se retourna et vit 2 autres fantômes de fer qui fonçaient droit sur lui. Si cela continuait, cela attirerait encore plus de fantômes, et Ethan devait donc s'en occuper rapidement. En fin de compte, seule son attaque la plus puissante était efficace contre de telles créatures cuirassées. Cependant, les fantômes continuaient d'avancer. Affronter une foule d'esprits de niveau vert en même temps n'était pas si facile. Heureusement, sa force avait considérablement augmenté récemment. Sinon, il aurait eu beaucoup de mal, mais il devait néanmoins tenter d'affronter les fantômes un par un. Ethan a utilisé un rideau de brouillard, ce qui a légèrement désorienté les créatures. Et dès que l'un d'eux a révélé ses faiblesses, l'autre lui a porté un coup fatal. Une perle d'âme s'échappa de l'esprit. Ethan la ramassa et remarqua également qu'en misant sur la force physique, on pouvait économiser beaucoup d'énergie spirituelle. Il décida de ne pas utiliser les chaînes pour le moment. Même si la bataille devait être longue, il pouvait s'en occuper lui-même. Entre-temps, il décida d'améliorer Lumière Noire avec une perle. La compétence fut améliorée en armure noire. Sa lame exhalait une aura noire. Ethan avait débloqué 2 nouvelles compétences, armure fantôme et armure spirituelle, et elles étaient impressionnantes. Mais il craignait qu'en continuant à progresser, il finisse par devenir un monstre. Pendant ce temps, l'aura enveloppait son corps, créant une armure incroyablement résistante qui lui allait parfaitement, et il était sur le point d'en tester la défense.
Les deux fantômes restants s'approchèrent de l'homme et levèrent les mains pour frapper. Cependant, pour l'armure d'Ethan, elle n'était pas plus grave qu'une piqûre de moustique. L'homme sourit à travers son masque. Les fantômes étaient-ils vraiment devenus si faibles comparés à lui? Il saisit alors les deux esprits, les jeta devant lui et, en un instant, les traversa en les coupant en deux. Ayant reçu 2 perles d'âme supplémentaires, il décida qu'il en avait assez de se battre pour aujourd'hui. Quelque temps plus tard, alors qu'Isaac et Ethan étaient assis près du feu, le garçon continuait de compter les perles qu'il avait réussi à ramasser. Il y en avait 26. Mais le type ne pouvait pas s'arrêter. Il était très content de ses résultats. Il décida de demander au maître quel était le niveau du fantôme de Feng Meng, et celui-ci répondit qu'il était noir, expliquant que lorsque les fantômes atteignaient le niveau ancien, leur intelligence pouvait être la même que celle des gens ordinaires, qu'ils pouvaient également créer des fantômes, et que le fantôme de niveau noir était plus dangereux que celui de niveau ancien. Ethan était surpris, car il pensait qu'il n'y avait que 7 niveaux, et selon cette logique, il s'avère qu'il existe des fantômes plus dangereux que le niveau noir. Isaac répondit qu'il n'était là que 3, mais que tout ce qui se rapportait à eux était strictement interdit, même leur nom et leur essence même. Après tout, le monde était loin d'être aussi calme qu'Ethan le pensait. Aussi le maître lui conseilla-t-il d'essayer d'intégrer le lycée au plus vite, où Isaac pourrait lui en dire beaucoup plus. L'heure était venue pour cet homme de partir, mais il promit d'envoyer Ethan au tombeau suivant demain. Entre-temps, 2 semaines passèrent, et le garçon continua à s'entraîner dur. Après avoir atteint le 2e niveau de Seigneur des Esprits, son pouvoir spirituel était suffisant pour maintenir les chaînes pendant 15 secondes, mais avec sa force actuelle, il pouvait à peine tuer le fantôme pendu. Son maximum était un fantôme de niveau presque rouge. Isaac lui dit qu'il pouvait désormais survivre seul dans le 3e tombeau, mais qu'avant de partir, il devait encore régler une chose. Ethan s'anima aussitôt, pensant qu'ils allaient entreprendre une mission importante. Mais le maître ne faisait que guider l'homme, il allait lui montrer la partie la plus reculée de la ville fantôme. Ils arrivèrent bientôt au 7e tombeau. Le fantôme de Tsang était là, juste devant la porte. Isaac a demandé au garçon d'être extrêmement prudent, car cet endroit était très dangereux. Ethan sentait combien l'atmosphère était forte et sombre ici. Cela affecterait certainement son esprit s'il laissait faire, car il y avait ici un fantôme bien plus puissant que ce conducteur. Soudain, l'homme sembla transpercé par les fils d'une aura menaçante. Des voix dans sa tête lui disaient « Tue-le, tue-le !» Ne pouvant plus résister à la force qui soumettait sa volonté, il saisit le poignard et se précipita sur Isaac. Mais le maître arrêta Ethan d'un geste habile. Surpris de la facilité avec laquelle le fantôme de l'amour avait subjugué son esprit, et réalisa que le garçon devait s'entraîner plus dur. Lorsque le jeune homme fut déjà allongé par terre, l'homme sonna la cloche. Il a renversé la tête d'Ethan selon un certain rythme. Quand l'homme ouvrit les yeux, il se trouvait déjà dans un lieu inconnu, qui ressemblait au palais de Tenchi. Un inconnu se tenait devant lui, mais il semblait ne pas remarquer le jeune homme du tout, et celui-ci ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, un homme adulte de grande taille fit irruption dans la pièce et cria à l'étranger qu'il était le meilleur élève du palais et qu'il se consacrait désormais à l'étude des fantômes. Il était tellement en colère, mais à quoi pensait ce type? Mais l'étranger répondit qu'après la mort de son 2e mentor, il s'était rendu compte que la vie humaine avait des limites, mais qu'il voulait vaincre la mort et devenir comme un fantôme, immortel. L'homme se précipita sur lui, jetant tous les biens de l'étranger autour de lui, criant que les fantômes étaient déjà morts, puis ordonna que tous ses biens soient confisqués. Le souvenir suivant qu'Ethan eut fut celui de l'étranger priant devant le portrait du défunt. Ce même homme imposant. Il jura que lui, Tsang, ne répéterait plus jamais la même erreur. Il voulait franchir les frontières de la vie et de la mort et devenir un être éternel. Il s'est exclamé que c'était sa voix. Un instant plus tard, l'homme se retourna et, voyant Ethan, se précipita sur lui en criant que personne n'oserait l'arrêter. À ce moment-là, l'homme s'est réveillé. La cloche tournait toujours au-dessus de lui, mais il ne comprenait pas de quel genre de rêve il s'agissait. Isaac attendit qu'il se réveille, puis lui expliqua que l'homme était influencé par l'aura d'un fantôme amoureux et qu'il avait soudainement perdu la raison, mais il avait déjà décapité l'esprit. Il tendit au jeune homme sa perle d'âme et déclara qu'il était temps pour eux de passer à autre chose. Ils arrivèrent bientôt devant un grand temple. Les portes devant eux s'ouvrirent, permettant aux hommes d'entrer dans le tombeau. Dans ce cercueil reposait le fantôme de Tsang, celui-là même qu'Ethan voyait sans cesse dans la cour de Tenchi.
Soudain, un serpent fantomatique surgit du tombeau d'Isaac. Mais l'homme l'arrêta aussitôt, lui scellant le dos. Il déclara d'un ton sévère que tant que le palais Tenchi existerait, le fantôme de Tsang ne pourrait pas quitter ce cercueil. Il y apposa un sceau, censé durer encore 3 ans, mais Ethan se demanda pourquoi ne pas simplement tuer ce fantôme, puisque de cette façon, il ne représenterait certainement aucun danger pour qui que ce soit. Mais Isaac affirma que le fantôme de Tsang était spécial et que le garçon en apprendrait davantage à son sujet une fois entré dans la branche centrale. Au total, le palais Tenchi comptait 4 branches, sud, est, ouest et nord. Chaque année, le palais organise un concours entre les 4 branches et seuls les élèves vainqueurs sont autorisés à intégrer la branche centrale. Si Ethan y parvient, il saura tout. À ce moment-là, les hommes furent contraints de se dire au revoir. Ethan déclara qu'il resterait là pour attendre sa sœur et les autres. Finalement, le maître lui recommanda de s'entraîner encore davantage, afin de devenir maître spirituel de niveau 3 au plus vite et d'intégrer la branche centrale plus tôt que prévu. Dès qu'Isaac fut parti, le garçon comprit que tous les autres élèves seraient nés là et qu'il devait se préparer à se venger. Il sortit de sa poche des photos d'hommes. C'étaient les assassins de Zoya qui n'avaient toujours pas répondu de leurs actes. Pendant ce temps, les étudiants, menés par Marcus, installèrent des tentes au milieu d'une clairière. 4 filles, Gwen, Sally, Valérie et Esther, approchèrent du camp. La sœur d'Ethan calma Sally en lui disant qu'il n'y aurait rien d'effrayant dans la première tombe, seulement des fantômes de fer. Mais la jeune fille elle-même comprenait qu'elle ne le connaissait que grâce à son frère, que les professeurs n'avaient pas soufflé mot de ces fantômes auparavant, et que s'ils voulaient maintenant les interroger sur ce qui les attendait, ils ne pourraient pas répondre, car les élèves se trouvaient en pleine nature sauvage. Esther a déclaré n'avoir détecté aucune énergie négative à proximité. Il n'y a donc certainement aucun fantôme dans un rayon de 10 mètres. Les filles s'apprêtaient à planter leur tente ici lorsqu'elles se sont aperçues que Valérie avait disparu. À ce moment-là, un jeune homme s'approcha d'elle. C'était Karl, étudiant de 2e année, maître spirituel de 2e niveau, l'un des agresseurs de Zoya. Surpris de voir plusieurs filles dans un tel endroit, il leur proposa son aide. Sally était sur le point d'accepter, mais Gwen l'arrêta, disant à Karl qu'ils pouvaient s'en occuper eux-mêmes. Pendant ce temps, Karl réfléchissait. Il demanda à son camarade de mener une enquête, et il s'avéra qu'il y avait pas moins de 4 filles dans cette équipe, toutes plus belles les unes que les autres. Le test à venir promettait donc d'être très amusant. L'homme n'a pas renoncé, insistant sur le fait que les aînés devaient aider les plus jeunes. À ce moment-là, Ethan, qui était apparu soudainement, s'approcha de lui. Il rit doucement de ce désir si zélé d'aider les filles, mais donna tout de même le feu vert à Karl pour qu'il aide à monter les tentes. Gwen ne comprenait pas pourquoi son frère n'avait pas répondu à ses messages depuis si longtemps, et Ethan lui a suggéré de déménager. Il voulait dire quelque chose aux filles. Le garçon regarda Karl avec incrédulité, car il venait de publier l'information sur le forum de l'école et ne s'attendait pas à ce qu'il tombe dans le panneau sitôt. Après s'être suffisamment éloigné, Ethan a déclaré que demain il devrait aller au 3e tombeau, car la qualité des perles y est bien meilleure, et ce sera une excellente occasion de renforcer toute l'équipe. Il a assuré aux jeunes filles qu'il avait déjà étudié les fantômes à l'avance et qu'il n'y avait trouvé aucun danger, et qu'en outre, ils avaient un lycéen comme assistant. Entre-temps, Valérie parvint à l'une des tombes, un sceau y fut apposé, et elle comprit qu'elle devait libérer l'esprit. La créature retira sa main du cercueil et arracha le sceau. Un instant plus tard, la tombe s'illumina d'une aura verte. La créature était libre. C'était le fantôme de Tsang. Il insistait sur le fait que la méchanceté primait surtout, que c'était là sa voix. Il regarda la jeune fille, se demandant à quoi ressemblait la dynastie maintenant, et pourquoi elle l'avait libérée, ce à quoi Valérie répondit que nous étions en 2020 et qu'elle cherchait quelqu'un comme elle. Le fantôme réalisa que 500 ans s'étaient déjà écoulés, qu'il s'était depuis longtemps débarrassé de son enveloppe humaine, et il était certain d'être exactement celui que la jeune fille recherchait. Mais Valérie avait besoin d'une confirmation. Elle voulait que le fantôme prouve qu'il pouvait vraiment faire tout ce qu'il voulait. Et l'esprit était prêt à le faire. Il allait personnellement découvrir le palais Tenchi actuel et prouver à la jeune fille, en tuant, ce qu'elle voulait voir. Pendant ce temps, l'équipe d'Ethan et Karl sont allés explorer le 3e tombeau, et un élève de 2e année les a avertis que les fantômes qui s'y trouvaient étaient plus puissants que ceux qu'ils avaient déjà rencontrés, et qu'ils devaient donc être prudents. À ce moment précis, comme sorti de nulle part, un fantôme surgit devant Gwen.
Ethan s'est aussitôt précipité à son secours, repoussant l'esprit, et sa sœur lui a saisi la main, lui demandant de ne plus s'éloigner d'elle. Sally et Esther enlacèrent Ethan de l'autre côté. Elles aussi voulaient masser que le garçon les protège. Mais Karl n'était pas ravi, car son plan n'avait même pas encore commencé, et le garçon était déjà le centre de l'attention féminine. Puis il sourit d'un air tendu et demanda à Ethan de l'aider à rassembler les perles d'âme, et de laisser les filles rester ici, et le jeune homme accepta. Au bout d'un moment, ils s'éloignèrent suffisamment des filles. Ethan dit qu'il avait rencontré un fantôme de fer et suggéra à l'aîné de se séparer. Mais Karl avait d'autres projets, il devait en finir avec ce prétentieux, et ensuite toutes les filles seraient à lui. Il s'empara du couteau et sauta sur Ethan par derrière, avec l'intention de lui enfoncer la lame dans la gorge. Mais l'homme se retourna aussitôt, interceptant le couteau, et Karl n'en croyait pas ses yeux. Qu'était-il arrivé à sa main? Mais chacun avait ses secrets, et Ethan voulait entendre celui de Karl à propos de Zoé. L'homme ne comprenait pas, car Zoé était morte depuis longtemps, mais Ethan voulait entendre de sa part des aveux de culpabilité. Karl n'apprécia pas cette tournure des événements. Il sortit son arme spirituelle. Comment ce gamin osait-il le menacer? Il affirmait que Zoé avait été trop désobéissante et qu'elle en était morte. Et il comptait bien montrer à ce maître spirituel de premier niveau, insignifiant, la différence de leurs forces. À ce moment-là, Ethan fut enveloppé d'une aura sombre et il revêtit à nouveau l'armure noire. Tandis que Karl le fixait, incrédule, le jeune homme accourut vers lui. L'instant d'après, il a violemment projeté la tête du méchant contre le sol. L'armure tomba rapidement et il continua de frapper le tueur à coups de poing. Quand Karl n'a même plus pu tenir debout, il a supplié Ethan de l'épargner, promettant même de mettre les filles de son équipe à sa disposition pendant un certain temps. Pour une offre aussi incroyablement généreuse, il reçut un autre coup de poing. Ethan était certain qu'une personne sans valeur comme lui ne méritait pas de vivre dans ce monde. Alors Karl s'est mis à supplier l'homme de l'aider, il l'a supplié de ne pas le tuer. Mais Ethan n'allait pas se salir les mains, car il avait déjà trouvé un bourreau convenable pour le type. Un instant plus tard, le fantôme surgit du sol et se précipita aussitôt sur Karl. C'était le fantôme d'un pendu qui lui serrait la gorge avec sa longue langue, l'empêchant de respirer. Quelques instants plus tard, la créature avala Karl tout rond, en se léchant les babines avec satisfaction. Mais la créature n'eut pas longtemps le temps de se réjouir, car aussitôt après la mort de l'agresseur de Zoé, Ethan transperça le fantôme de son poignard. La deuxième cible de sa vengeance était éliminée. Bientôt, les filles de son équipe accoururent vers lui, excitées d'entendre son appel à l'aide. Gwen regarda derrière Ethan et aperçut le cadavre d'un fantôme pendu. La jeune fille, elle était sous le choc. Son frère était-il vraiment devenu si fort en si peu de temps qu'il pouvait tuer aussi facilement des fantômes de niveau rouge? Mais Ethan n'en laissa rien paraître, demandant plutôt comment allaient les autres élèves de deuxième année, les camarades de Karl, ce à quoi sa sœur répondit qu'il les avait ligotés et livrés à une horde de fantômes de tombes. Prenant le sac de perles, l'homme réalisa qu'il était temps de rentrer, et que cette provision devrait suffire pour un certain temps. Soudain, l'ombre transmit de nouveau un message à Ethan, disant que le garçon ne se doutait même plus de l'horreur à venir. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier?